Ethan a 20 ans. Il souffre d'insomnie sévère et fait régulièrement des terreurs nocturnes. Donc les cauchemars font partie de son quotidien. Mais ce cauchemar-là l'a tenu éveillé pendant plus d'une journée. Il s'était couché tôt, et comme il avait peur du noir, il laissait toujours la lumière de la salle de bain allumée, tout au bout du couloir. Il dormait dans un lit une place, mais à l'envers, du côté opposé à sa tête de lit. Il ne sait pas pourquoi, juste qu'il n'aimait pas vraiment dormir de ce côté-là. Mais la nuit de cette histoire, il a finalement décidé de dormir dans le bon sens. Et depuis ce soir-là, il ne l'a plus jamais refait. Il s'est endormi, et sa chambre s'est soudain illuminée en rouge. Il s'est redressé en sursaut, puis s'est rendormi peu après. C'était le tout premier rêve lucide qu'il faisait. Ou du moins, il aurait voulu que ça soit un rêve. Sauf que ce n'en était pas un. C'était un cauchemar. Il s'est tourné sur le côté, son pied dépassant du lit. C'est là qu'il a vu ce qu'il y avait au bout de son lit. Une silhouette sombre. Elle portait un manteau, avec un chapeau qui ressemblait à un chapeau de cow-boy. Et elle lui a simplement parlé. Il s'en souvient très clairement, parce qu'il se rappelle avoir bougé la bouche pour répondre, mais sans réussir à prononcer un mot. Et c'est là qu'il a eu l'impression d'être tiré hors du lit, par une sorte de déchiqueteuse. Il s'est fait lentement aspirer, très lentement, jusqu'à ce que son bras y passe, puis que la machine le dévore entièrement. Normalement, on dit qu'on se réveille quand on meurt dans un rêve. Mais lui, non, il ne s'est pas réveillé. Il a recommencé, encore et encore. À chaque boucle, il mourait, arraché du lit puis déchiqueté, plusieurs fois d'affilée. Et il a senti à chaque fois la douleur atroce. Alors Ethan a fini par rassembler assez de force pour s'agripper de l'autre côté du lit. Il a vu l'heure sur le réveil, 4h30. Et comme il s'était couché à 1h, ça voulait dire qu'il était mort dans son rêve au moins 8 ou 9 fois. Il a finalement réussi à mettre fin à la boucle en s'agrippant au lit, jusqu'à pouvoir se tirer en arrière. Il a mis toute sa force et toute sa volonté pour pouvoir rouler par-dessus le matelas. Et c'est comme ça qu'il a survécu à une des boucles. Il devait être 5h30. Et ce qui le terrifie profondément, c'est que quand il s'est enfin réveillé, il était vraiment au sol. Et il était bien 5h30. Quand il a tourné la tête vers la droite, il a vu la silhouette sombre. Mais elle n'était pas assise au pied de son lit et se tenait debout, juste à côté de la porte de son placard. Il a été tellement terrifié, tellement épuisé et incapable de réagir, qu'il est simplement remonté sur son lit, en silence, et s'est rendormi. Pour se rassurer, il s'est dit que c'était peut-être sa veste de travail, sa veste noire qu'il accrochait justement à cette porte. Mais au matin, il n'y avait rien, rien du tout. Julien avait 18 ans quand cette histoire lui est arrivée. Un ami, Chris, l'avait invité, lui et d'autres, à venir passer la soirée chez lui, parce qu'il ne voulait pas rester seul dans l'ancienne maison de sa famille. Il avait même promis une montagne de snacks et de boissons s'il venait, et c'était une offre difficile à refuser. La famille de Chris vivait surtout en ville à cause du travail, et dès qu'ils avaient un peu de temps libre, ils essayaient de venir passer du temps dans leur vieille maison. Les portes paraissaient anciennes, avec des motifs fleuris qui donnaient un style vintage. La porte d'entrée se trouvait juste à côté du salon, et il y avait une pièce au bout du couloir. Ils discutaient, buvaient un verre. Tout le monde passait un bon moment. Petite précision avant de continuer. Julien a une faible tolérance à l'alcool. Soit il a vite la tête qui tourne, soit sa peau devient rouge. Parfois les deux. Après quelques verres, il s'est levé en disant qu'il devait aller aux toilettes. La pièce était assez grande. Il n'a pas vu de lavabo, mais il supposait que les 2 bassines par terre servaient à quelque chose. Une fois son affaire finie, il a essayé d'attraper le récipient pour se rincer les mains. Ce qui s'est passé ensuite le hante encore aujourd'hui. Une main se trouvait dans la bassine, et il a tenté d'attraper la sienne. La terreur l'a submergé. Mais même s'il était mort de peur, il a essayé de se convaincre que son esprit lui jouait des tours, qu'il était juste un peu pompette. Pourtant, il en tremblait de terreur. Soudain, son instinct lui a dit qu'il devait sortir. Non, il lui a hurlé qu'il devait sortir. Et alors qu'il essayait de retrouver la sortie, son regard est tombé sur quelque chose de terrifiant. Une femme sans visage, en robe blanche, se tenait juste devant lui. Ses longs cheveux noirs dégoulinaient sur ses vêtements trempés. Être face à cette chose, même pendant quelques secondes, a semblé durer une éternité. Et elle bloquait complètement la sortie. Julien voulait sortir, il en avait désespérément besoin. Mais la peur l'a paralysé sur place. Il a fini par rassembler tout son courage. Il a fui sans se laver les mains, en claquant la porte sans le vouloir. Quand il est revenu vers ses amis, il a essayé d'agir normalement. Il voulait leur raconter ce qu'il avait vu, mais il doutait qu'ils le croient.
Il les connaissait. Chris l'a regardé et lui a demandé où il était passé. Il a répondu qu'il était allé aux toilettes. Et ce que Chris lui a dit ensuite l'a laissé sans voix. Évite de traîner dans la maison. Une dame et une main disent parfois bonjour aux visiteurs. Après cette nuit-là, il a mis des mois à se sentir à l'aise dans des toilettes qu'il ne connaissait pas. Noah venait de rentrer de l'école. La journée avait été longue et il n'attendait qu'une chose, rentrer chez lui et se reposer. À peine 30 minutes plus tard, il dormait déjà profondément. La seconde suivante, il s'est retrouvé dans une de ses anciennes maisons, celle où il vivait quand il avait 5 ans. Il venait de se réveiller et se préparer pour aller à l'école. Ensuite, pendant qu'il était en voiture avec sa mère, il a vu une ombre étrange et massive près d'un grand arbre. Une silhouette déformée, qui ressemblait à un démon sorti de l'enfer. Elle était grande, maigre, et du sang dégoulinait de sa bouche. Il a dit à sa mère ce qu'il a vu, mais pour une raison inconnue, elle ne l'a pas entendu. Il s'est demandé s'il devait garder ça pour lui, ou en parler à quelqu'un à l'école. Mais il n'a rien dit finalement. Puis l'heure du déjeuner est arrivée. Il est allé à la cafétéria, mais il était tout au fond de la file parce qu'il avait dû finir un exercice de lecture. Tous les autres étaient déjà assis. Alors qu'il allait être servi, il a enfin levé les yeux vers la dame de la cantine. Elle n'avait pas de tête. Elle se tenait debout, décapitée. Submergé d'horreur, il a lentement baissé le regard sur son plateau. Il n'avait même pas regardé ce qu'on lui avait servi. C'était la tête de la dame. Il a détalé aussi vite qu'il le pouvait, hors de la cafétéria, hors de l'école. Mais comme il avait quitté l'établissement sans autorisation, l'école a dû appeler ses parents. Il a essayé de leur expliquer tout ce qui s'était passé, mais ils ne l'ont pas cru. Ils pensaient qu'il exagérait, qu'il avait trop d'imagination. Après tout, il n'avait que 5 ans. Une fois rentré à la maison, sa mère lui a dit qu'il était privé de sortie pendant une semaine et qu'il aurait 2 fois plus de corvées à faire. Mais plus tard, quand il est allé se coucher, il a fini par oublier tout ce qui s'était passé dans la journée. Il dormait profondément quand quelque chose l'a tiré par le dos. C'était sa mère. Elle lui a dit « Mon chéri, c'est ça ce que tu m'as raconté aujourd'hui ?» Elle a pointé du doigt la fenêtre. Noah s'est complètement figé. De l'autre côté de la vitre, il y avait une créature tout droit sortie de l'enfer. Et elle le cherchait du regard avec ses yeux multiples. Puis elle a disparu. Noah et sa mère étaient tétanisés. Noah ne comprenait rien à ce qui se passait. Et à cet instant précis, la chose s'est matérialisée dans la pièce. Sa mère a poussé un hurlement si puissant qu'il s'est réveillé en sursaut, tombé de son lit. C'est là qu'il a réalisé que tout ça n'était qu'un cauchemar. Il a décidé de garder tout ça pour lui. Mais une semaine plus tard, il a vu sa petite sœur dessiner. Il lui a demandé ce qu'elle dessinait. Elle lui a montré, et il a senti les poils se hérisser sur ses bras. C'était la même créature que dans son rêve, exactement la même. Il est resté sans voix. Il lui a proposé $5 pour qu'elle lui laisse le dessin. Elle a accepté. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait, il a dû sortir les poubelles. Alors il en a profité pour prendre discrètement le briquet de son père, a emporté le dessin, et a fait ce qu'il devait faire. Il est resté là à regarder la feuille brûler pendant plusieurs minutes. Puis il est retourné se coucher. Et encore aujourd'hui, rien que de penser à ce dessin, il en a des frissons. Cette histoire nous vient de Donovan. C'est un garçon métis de 14 ans. Au moment des faits, il avait 11 ou 12 ans. Il ne s'en souvient plus très bien. Un jour, il est rentré de l'école et a appelé son ami Ethan. Ethan était son ami depuis le CE2, et ils sont toujours amis aujourd'hui. Au téléphone, Donovan lui a demandé s'il devait aller jouer au basket dans le parc de son école. Il a donc pris son ballon et quelques bouteilles d'eau bien fraîches. Il est monté sur son vélo et s'est rendu au terrain de basket de l'école. Il s'est assis quelques minutes, car la maison d'Ethan était plus loin de l'école que la sienne. Il l'a finalement rejoint vers 16 heures. Ils ont joué au basket pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'Ethan propose d'aller voir les tunnels des égouts. C'étaient de grands tunnels d'évacuation des eaux usées, hauts d'environ 2 mètres, et ils se trouvaient à seulement 15 minutes de vélo. Donovan en avait un peu marre de jouer au basket depuis tout ce temps, alors il a accepté. Les tunnels étaient situés dans un fossé, sous une route assez fréquentée. Quand Donovan et Ethan sont arrivés, ils sont descendus de leur vélo et ont commencé à marcher dans le tunnel en les poussant devant eux. Puis Ethan lui a suggéré de retourner les vélos pendant qu'ils poussaient. Comme ça, s'il voyait quelque chose, il pourrait sauter dessus et partir en pédalant, au lieu d'avoir à les retourner d'abord. Donovan a répondu que c'était une bonne idée,
et que ça pourrait même leur sauver la vie. Alors ils l'ont fait. Ils ont continué à marcher dans le tunnel pendant encore quelques minutes, à la recherche de trucs vieux ou intéressants. Soudain, Ethan s'est arrêté et lui a dit « Ne fais pas de bruit, tu entends ça ?» Donovan a écouté pendant quelques secondes, puis l'a entendu. C'était une respiration bruyante et des ricanements qui résonnaient dans le tunnel. Ethan, l'air inquiet, a chuchoté qu'il devait sortir d'ici. Donovan était terrifié, alors évidemment, il a accepté. Ils sont montés sur leur vélo et ont pédalé aussi vite qu'ils le pouvaient pour s'enfuir. La respiration et les ricanements se sont transformés en cris stridents et en rires psychopathes. Ils ont aussi entendu quelqu'un leur courir après. Quelques secondes plus tard, les lourds bruits de pas étaient juste derrière eux. Ils ont pédalé pour sauver leur peau jusqu'à la sortie du tunnel. Quand ils sont arrivés au bout, il faisait nuit noire. Mais heureusement, il y avait un lampadaire juste au-dessus de la sortie. Donovan a continué à pédaler pendant quelques secondes, puis la curiosité l'a fait regarder derrière lui. Il y avait 6 hommes, tous habillés en costume-cravate, qui portaient des masques blancs terrifiants. Chacun d'eux tenait une machette couverte de sang, tout comme leurs masques et leurs vêtements. Quand il a vu ça, il a hurlé. Les hommes masqués se sont lancés à leur poursuite. Ils ont continué à pédaler comme des fous, essayant de rejoindre la maison. Ils ont mis 10 bonnes minutes à y arriver. Une fois devant, ils ont caché leur vélo dans le garage. Parce que si les hommes voyaient une maison avec les mêmes vélos que ceux qu'ils avaient poursuivis, ils sauraient que c'était eux. Puis ils ont foncé dans la maison. Les parents de Donovan étaient devant la télé. Ils leur ont raconté tout ce qu'ils avaient vu, et les parents ont appelé la police. Les enfants ont expliqué aux policiers où ils avaient vu les hommes, et les agents sont partis immédiatement. 2 des hommes leur ont foncé dessus avec des machettes, et les policiers ont été contraints de les abattre. Donovan ne ressent aucun regret. Les 4 autres hommes ont été retrouvés dans une pièce, quelque part dans le réseau de tunnels. Dans cette pièce, en plus des 4 hommes, la police a découvert une vingtaine de corps, ainsi que 4 enfants encore vivants, bâillonnés avec du ruban adhésif. Les policiers ont arrêté les hommes et libéré les enfants. Les 4 hommes ont été condamnés à mort, et ils ont été exécutés il y a environ 1 an. C'est un souvenir qui le hantera toute sa vie. Il est extrêmement reconnaissant qu'Ethan ait proposé de retourner les vélos. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils avaient perdu quelques secondes de plus, ils auraient peut-être fini comme les 20 malheureux qui les avaient précédés. Cette histoire nous vient de Sandro, qui est originaire des Philippines. Quand il était petit, c'est sa grand-mère qui s'est occupée de lui, parce que ses parents travaillaient tout le temps. Ses souvenirs avec elle sont flous, mais il y en a un dont il se souvient parfaitement. Elle était allongée sur son lit de mort. Elle répétait son prénom et disait « Viens, n'aie pas peur ». Il voyait son corps trembler. Il ne se rappelle plus ce qu'il ressentait exactement, mais il sait que sa mère pleurait toutes les larmes de son corps. Ça s'est passé vers 2006 ou 2007. Sandro était le petit-fils préféré de sa grand-mère. Il a vu des photos de lui bébé et le portait toujours dans ses bras. À chaque anniversaire, elle le couvrait de cadeaux. Il ne se souvient pas de grand-chose, mais il sait qu'il a eu de la chance. Il aurait aimé garder des souvenirs plus clairs d'elle. Elle est morte quand il avait 5 ans. 3 années sont passées. Sandro avait alors 8 ans. Aux Philippines, les gens sont très religieux. Ils croient aux esprits et aux superstitions. Et lui aussi, il y croyait quand il était enfant. Pendant ces 3 années, il y a eu des moments où sa mère s'est mise à sourire et lui disait qu'elle sentait la présence de sa propre mère, sa grand-mère. Quand elle voyait qu'il commençait à avoir peur, elle le regardait et disait « Il ne te manque pas ?» Et ça, pour un gamin, c'était terrifiant. Son 9e anniversaire approchait. C'était le 1er novembre. Et aux Philippines, le 1er novembre, c'est le jour des morts. Une sacrée coïncidence, non? Ce jour-là, ses parents ont préparé à manger, ont acheté un gâteau et lui ont offert un cadeau. Il ne se souvient plus vraiment de ce que c'était, juste un jouet probablement. Puis d'un coup, sa mère est devenue silencieuse et lui a dit « Tu te souviens quand mamie t'offrait des jouets ?» Il ne pouvait pas lui en vouloir, elle devait être dévastée. Plus tard dans la soirée, Sandro se souvient que sa mère est venue le border, puis a éteint la lumière. Il s'est doucement endormi, puis il s'est réveillé en entendant quelqu'un chanter « Joyeux anniversaire ». Il a entrouvert les yeux, juste assez pour distinguer les formes. Il a vu une femme âgée, tout en blanc. Et là, il a compris. Elle ressemblait à sa grand-mère. Il avait les yeux à moitié fermés. Et de plus, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était morte. Donc il n'était pas vraiment sûr. Elle chantait « Joyeux anniversaire » en s'approchant de lui. Puis elle s'est penchée tout près de son oreille. Elle lui a murmuré «
Viens, n'aie pas peur. » Sandro n'en pouvait plus. Il a hurlé de toutes ses forces. Ce cri a réveillé sa mère et son père. Il leur a tout raconté. Et ce que sa mère a répondu le glace encore aujourd'hui. Elle a dit « Je l'ai senti aussi. Mais ça, ce n'est pas ta grand-mère. Ta grand-mère t'a toujours protégé le jour de ton anniversaire. Tu es né le jour des morts. Les esprits, surtout les mauvais, sont attirés par toi. Et s'ils trouvent une ouverture, ils peuvent entrer en toi, facilement. Il ne sait pas si c'est vrai. Ce n'était peut-être qu'une superstition. Mais franchement, il préfère ne pas prendre de risques. » Cette histoire nous vient d'Adam. Il avait environ 17 ans quand cet incident s'est produit. En 2015, Adam et ses deux amis, Jay et Rudy, sont allés à Disneyland, en Californie. Ils y sont restés jusqu'à 23 heures, et ils étaient tous trop fatigués pour rentrer en voiture dans le minivan de Jay. Ils ont donc décidé de passer la nuit dans un hôtel. Mais leur budget était serré pour un bel établissement, alors ils ont choisi un petit hôtel de bas standing. Ils sont entrés. L'intérieur de l'hôtel était très sombre. Adam a remarqué que la lumière de la réception était pourtant allumée. L'homme derrière le comptoir, plutôt petit, semblait avoir une trentaine d'années et affichait un sourire très chaleureux. Il leur a dit qu'ils étaient les seuls clients qu'il avait vus de toute la journée. Ils lui ont payé 30 $ pour la chambre, et comme il n'y avait personne d'autre dans l'hôtel, ils ont pu choisir n'importe laquelle. Ils ont pris la numéro 7, au 2e étage. Quand ils sont entrés dans la chambre, Jay s'est jeté sur le lit et s'est endormi immédiatement. Il restait un lit et un canapé. Alors Adam et Rudy ont commencé à se disputer pour savoir qui dormirait dans le lit. Rudy était particulièrement stressé à cause des avis sur Yelp, où beaucoup de gens disaient avoir entendu de gros rats dans les conduits d'aération. Épuisé, Adam a cédé et s'est allongé sur un grand canapé rouge très rigide, juste au-dessus d'une grande bouche d'aération. Adam plaisantait avec Rudy en lui disant que les rats allaient sortir par le conduit et le dévorer vivant. Même s'il en riait, ça l'a rendu nerveux, mais il a fini par s'endormir. Vers 1 heure du matin, alors qu'il dormait profondément, il s'est réveillé brusquement à cause d'un bruit sourd venant du conduit. Il a regardé autour de lui pour vérifier si la valise était ouverte, et a vu que Jay et Rudy dormaient toujours. La peur l'a rapidement gagné. Il s'est dit qu'aucun rat ne pouvait faire un bruit pareil. C'est alors que quelque chose a attiré son regard. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le visage d'un homme le fixait à travers la grille du conduit. Adam a attrapé son téléphone et allumé la lampe torche pour voir son visage en entier. Il lui manquait plusieurs dents, et des mèches de cheveux pendaient sur le côté de sa tête. L'homme a alors lentement ouvert la grille du conduit et a dit « S'il te plaît, ne crie pas, elle n'aimerait pas ça. » Adam a hurlé. Jay et Rudy se sont réveillés en panique. À ce moment-là, l'homme est sorti du conduit et a essayé d'attraper Adam, pendant que les autres fuyaient la chambre en courant. Ils ont tous dévalé les escaliers jusqu'à la réception et ont appelé la police. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés. Quand ils sont entrés dans la chambre, il n'y avait plus personne. Ils ont donc décidé d'inspecter les conduits d'aération. À la grande surprise d'Adam, ils ont trouvé l'homme recroquevillé dans un coin du conduit, avec des couvertures et de la nourriture, comme s'il y vivait depuis longtemps. Ils l'ont sorti de là et l'ont arrêté. Pendant 1 semaine, Adam est resté sous le choc de ce qui s'était passé. Puis un matin, un policier l'a appelé pour lui parler de l'homme. Il s'était évadé d'un hôpital psychiatrique 4 mois plus tôt. Il avait assassiné sa mère et sa grand-mère. On disait que les corps avaient été atrocement démembrés. Au moment de son arrestation, il avait aussi un couteau de cuisine sur lui. Il a été renvoyé à la prison du comté, et après ça, Adam n'a plus eu d'autres nouvelles de lui. Aujourd'hui encore, il se demande ce qui serait arrivé à ses amis et lui, s'il avait ignoré le bruit provenant du conduit cette nuit-là. Cette histoire nous vient de Lucas. Ça lui est arrivé quand il avait environ 19 ans. Son frère Robert en avait 21. Robert lui a proposé un road trip jusqu'en Arizona. À un moment pendant leur route, ils se sont arrêtés dans une station-service. Ils ont acheté des snacks, puis sont ressortis. En sortant, Robert a dit qu'il avait entendu quelqu'un dire « Hé !» Lucas a pensé qu'il était juste fatigué, alors il a pris le volant. Peu après, Robert s'est endormi. Les heures sont passées. Robert s'est réveillé à 7 heures du matin. Il a dit qu'il devait aller aux toilettes. Lucas a répondu d'accord et ils se sont arrêtés en plein désert. Robert est parti se soulager,
pendant que Lucas jouait sur sa Switch. Et soudain, Lucas a entendu un « Hé !» Il a cru que c'était son frère, mais la voix ne ressemblait pas à la sienne. Robert est revenu à ce moment-là, et tous les deux ont entendu un bruit de pleurs. Robert a demandé ce que c'était ce bruit, et Lucas lui a répondu qu'il ne voulait même pas le savoir. Alors ils sont repartis immédiatement. Quand ils sont arrivés dans un hôtel à Tucson, en Arizona, ils sont allés dans le casino pour manger un bout et jouer un peu. Quand ils sont revenus, il y avait des traces de griffures sur le pick-up de Robert. Ce dernier s'est énervé, se demandant qui avait fait ça, mais impossible de le savoir. Ils sont montés dans leur chambre pour se coucher. Plus tard, Robert a réveillé Lucas en lui disant qu'il était temps de partir, sinon ils allaient être en retard. Il était environ 20 heures. Lucas a eu du mal à émerger, mais il s'est levé. Ils ont décidé de reprendre la route en passant par le désert. À un moment, Lucas a eu un besoin pressant. Il est descendu du véhicule et s'est éloigné un peu. C'est là qu'il a vu un homme très grand, debout, en train de le fixer. Il avait un immense sourire étiré sur le visage. Lucas a paniqué. Il a couru, s'est jeté dans le pick-up et a supplié Robert de démarrer. Il s'est exécuté en lui demandant ce qui s'était passé. Lucas lui a alors raconté l'histoire de l'homme. Ils étaient troublés, mais ils ont continué. Ils ont fini par s'arrêter dans un autre hôtel. Pendant la nuit, vers 3 heures du matin, Lucas a vu quelque chose dans le placard. Il a eu peur de regarder, mais il a quand même pris une bête dans son sac et s'est approché du meuble. Et là, il a entendu une voix dire « Pars, sors !» Lucas a réveillé son frère, et ils ont déguerpi de là. Plus tard, quand ils sont enfin arrivés à destination, Lucas a allumé la radio. Aux infos, il parlait d'un incident survenu dans leur hôtel. Dans la même chambre, un homme et une femme avaient été assassinés. Ils étaient sous le choc. Robert a demandé à un homme ce qui s'était passé. L'homme a expliqué qu'un type très grand était entré dans la chambre 207, en escaladant la façade à main nue. Et juste après, 2 hommes avaient été vus en train de fuir. Les 2 hommes, c'était eux. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Lucas lui a raconté ce qui leur était arrivé. L'homme leur a alors dit qu'après leur départ, un couple était entré dans cette même chambre. 30 minutes plus tard, une énorme éclaboussure de sang était apparue sur la fenêtre. C'est pour ça qu'il avait appelé la police. Mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Lucas se demande si c'était le même homme que celui qu'il avait vu, même si au fond, il n'a même pas envie de le savoir. Cette histoire nous vient de Caleb et s'est passée dans l'Ohio. Caleb et ses amis rentraient d'une fête un vendredi soir. Ses amis s'appelaient Ethan, Tim, Laurie et Jenna. Ils roulaient dans une Ford que l'un de ses amis avait eue pour son anniversaire. C'était Ethan qui conduisait, et Caleb ainsi que les autres étaient assis à l'arrière. Ils suivaient l'itinéraire indiqué par le GPS, quand celui-ci les a fait passer par un chemin traversant les bois. Pendant qu'ils roulaient, ils ont aperçu sur leur droite une petite tour au milieu d'un champ. Comme les ados curieux qu'ils étaient, ils ont décidé d'aller voir à l'intérieur. Ils sont montés jusqu'en haut et ont découvert qu'il s'agissait simplement d'une ancienne tour d'entraînement au tir à l'arc, datant de plusieurs décennies. Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, Laurie a remarqué une porte dissimulée en bas. Ils ont voulu entrer, mais la porte était fermée à clé. Leur curiosité poussée au maximum, un de ses amis est allé chercher une hache dans le van, et ils ont commencé à casser la porte. Ils ont réussi à l'ouvrir, et ont découvert un autre escalier, cette fois en colimaçon, qui descendait. Ils ont allumé les lampes de leur téléphone pour s'éclairer, et ont commencé à descendre. Arrivés en bas, Jenna et Caleb ont aperçu une pièce au fond. Ils sont entrés. C'était une large salle pavée, couverte de mousse et de saleté. Ils ont exploré les lieux, puis Caleb a appelé ses amis. Il avait remarqué quelque chose. C'était une affiche d'un cirque datant des années 1900. Ils ont clairement vu qu'il y avait quelque chose derrière. Ils ont traversé l'affiche, et ce qu'ils ont découvert les a cloués sur place. Une petite arène de cirque souterraine. Ils ont aussi senti une odeur épouvantable qui venait de là. Ils sont allés voir de plus près, et ont trouvé un coffre au centre. À l'intérieur, se trouvait ce que Caleb n'oubliera jamais de sa vie. Des morceaux de corps démembrés, en décomposition. Il y avait aussi une clé, rouillée de couleur brune. Avant qu'ils aient pu la ramasser, une vieille musique de cirque s'est mise à jouer. Ils se sont retournés, et ils l'ont vu. Un clown difforme, immense, de plus de 2 mètres. Il tenait une arme. Une énorme pince en guise de main, assez grande pour avaler quelqu'un, et suffisamment tranchante pour le découper. Ils ont compris qu'ils devaient courir pour sauver leur vie. Caleb s'est retourné et a vu que la chose les poursuivait.
Ils ont verrouillé la porte derrière eux et se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils sont montés dans la voiture et ont démarré en trombe. Tout le monde paniquait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis Caleb s'est souvenu d'un dernier détail. Juste avant de voir la clé, il avait aperçu une porte métallique à l'arrière, avec une serrure correspondant parfaitement à cette clé. Il ne sait pas ce qu'il y avait derrière cette porte, mais quoi que ce soit, il ne veut pas le découvrir. Il ne veut plus jamais remettre les pieds là-bas. Cette histoire nous vient de Nathan. Ça s'est produit il y a 2 ans. Et c'était une expérience absolument horrible. À chaque fois qu'il repense à cette journée, il sursaute, même en dormant, et fait des cauchemars terribles. Honnêtement, depuis ce jour-là, il n'a plus regardé un film ou un programme à la télé où apparaissent des tigres. Aujourd'hui, il va raconter cette journée qu'il ne voudrait plus jamais avoir à se rappeler. À l'époque, Nathan était étudiant à l'université. Il manquait toujours d'argent et cherchait désespérément un travail à temps partiel. Un jour, il est tombé sur une annonce pour un emploi plutôt étrange. C'était un travail proposé par un homme qui possédait un tigre chez lui. Il devait s'absenter plusieurs jours et chercher quelqu'un pour s'occuper de l'animal à sa place. Le salaire horaire était si élevé que Nathan gagnait à peine autant en travaillant 7 jours entiers ailleurs. C'était impossible à refuser. Il avait peur, mais le tigre était censé rester enfermé dans son enclos, et ce qu'on lui demandait, c'était simplement de le nourrir. Alors il a accepté. Après l'avoir appelé, Nathan s'est rendu chez lui. L'homme lui a expliqué que l'enclos se trouvait dans le jardin derrière la maison. Quand Nathan est arrivé dans le jardin, il a vu un immense tigre. Il n'en avait jamais vu un en vrai auparavant. Il a été impressionné par sa taille. Puis rapidement, la peur l'a submergé. Le tigre a rugi comme le tonnerre, ce qui l'a terrorisé encore davantage. L'homme a dit qu'il allait lui montrer comment nourrir le tigre, et il a apporté de gros morceaux de viande pour lui faire une démonstration. Voir le tigre mâcher la chair et les os entiers l'a horrifié. Puis l'homme lui a tendu la viande et lui a dit d'essayer à son tour. Nathan a pris le morceau avec une main tremblante. Mais soudain, sans prévenir, l'homme a ouvert la porte de l'enclos, l'a poussé à l'intérieur, puis a refermé la porte. En une fraction de seconde, Nathan s'est retrouvé enfermé dans l'enclos avec le tigre. En jurant à voix basse, il a demandé ce que cet homme était en train de faire. Il était au bord de la panique. Il voulait hurler, mais il s'est retenu, parce qu'il ne voulait surtout pas provoquer le tigre. L'animal s'est avancé vers lui à grandes enjambées, et Nathan a vraiment cru que sa mort était imminente. L'homme le regardait avec un air malsain, affichant un sourire sournois. Nathan continuait de l'insulter et de le maudire, mais l'homme semblait prendre plaisir à la situation. Il a même appelé le tigre à haute voix et a crié « Vas-y, mords-le, dévore-le, c'est ça ta nourriture !» Le tigre tournait autour de Nathan. Il s'intéressait énormément à lui, à son corps. Terrorisé à l'extrême, Nathan était à 2 doigts de se faire dessus. Il n'arrivait même plus à respirer correctement. Il a pleuré et l'a supplié de le laisser sortir. Mais l'homme avait l'air sincèrement amusé par toute cette situation ignoble. Il riait doucement. Il a même agité un morceau de viande crue devant le tigre, comme pour l'inciter à manger Nathan. Le tigre s'est finalement mis juste devant lui et l'a touché avec sa gigantesque patte avant. Ce n'était qu'un simple contact, mais Nathan a senti une force absolument terrifiante. Il n'avait plus aucune issue. Il pleurait et tremblait de peur, incapable de bouger. Le tigre continuait de jouer avec lui, et Nathan était sur le point de perdre connaissance. Il avait l'impression d'attendre la mort. Puis, soudain, le tigre l'a frappé violemment avec sa patte avant. Nathan a essayé de se protéger avec son bras. Sans surprise, son bras s'est brisé. Il a entendu le bruit atroce de l'os qui craque. Le choc a été si violent qu'il a eu l'impression de se faire percuter par un camion d'1 tonne. À cet instant précis, l'homme a ouvert la porte dans un grand bruit métallique, et Nathan s'est précipité dehors. Il a senti que le tigre était sur le point de lui bondir dessus en rugissant. Mais l'homme a refermé la porte pour l'enfermer à nouveau. Une fois hors de l'enclos, Nathan a ressenti une rage telle qu'il aurait voulu tuer l'homme sur place. Mais il a préféré courir aussi vite qu'il le pouvait pour fuir cet enfer. Il a entendu l'homme rire derrière lui, mais il est monté dans sa voiture sans se retourner et est rentré chez lui. Il a survécu heureusement, mais son bras était gravement blessé. Il a dénoncé l'homme à la police et il a dû payer pour les conséquences. Depuis ce jour, Nathan souffre d'un traumatisme psychologique profond. Si l'homme avait ouvert la porte une seule seconde plus tard, Nathan serait devenu la proie du tigre et il ne serait plus là aujourd'hui.
Cette histoire nous vient de Mason. Il avait 11 ans à cette époque. Il vivait dans une maison assez grande. Dedans, il y avait une pièce vide, aux murs vieux et un peu délabrés. Ses parents n'utilisaient jamais cette pièce, alors Mason en a fait sa deuxième chambre. Il y a installé un tapis, une lampe et quelques coussins. Il allait dans cette pièce quand il était en colère contre ses parents. Il y entendait parfois des bruits, comme des grattements, mais il pensait que ce n'était que des souris, alors il continuait à y rester. Un jour, ses parents l'ont gravement disputé parce qu'il s'était battu à l'école. Il s'est enfermé dans la pièce. Il pleurait et il a fini par s'y endormir. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a entendu des bruits étranges. C'était des tapotements bizarres près de sa fenêtre. Il s'est retourné, mais il n'y avait rien. Alors il s'est de nouveau allongé sur le tapis. Mais ensuite, il a entendu le bruit sur la porte. C'était le même son que près de la fenêtre. Il a lentement levé les yeux dans cette direction. Une femme se tenait là. Elle avait les cheveux gris clairs et portait une longue robe blanche. Il lui a demandé « Hé, pourquoi tu fais ces bruits bizarres sur ma porte ?» Au moment où il a dit ça, il a compris qu'il n'aurait pas dû parler. Elle a tourné la tête vers lui. Sa bouche était immense et ses yeux étaient tout petits. Elle s'est approchée de lui et lui a murmuré « J'attendais que tu te réveilles. » Il n'a pas crié et il n'a pas appelé ses parents, parce qu'il avait l'impression que quelque chose lui maintenait la bouche fermée. Puis elle a ajouté « La prochaine fois, ce sera encore mieux. » Et à ce moment-là, Mason s'est réveillé. C'était le matin. Il était terrifié par ce qu'elle lui avait dit. Quand il est descendu au rez-de-chaussée, il a vu de petites griffures sur sa porte. Et il savait qu'elle n'était pas là avant. Il en a parlé à ses parents, mais ils ne l'ont pas cru. Il n'a plus jamais dormi dans cette pièce. Et encore aujourd'hui, Mason pense que quand elle lui a dit « J'attendais que tu te réveilles », ça avait un sens bien plus profond que le simple fait de se réveiller d'un rêve. Cette histoire nous vient d'Evan. Ça s'est produit quand il avait 14 ans. Il dormait, jusqu'au moment où il a senti un besoin soudain de se réveiller. Mais quand il a essayé de se redresser, il n'a pas pu bouger. Il a d'abord cru qu'il était mort. Puis il a compris que son corps ne savait pas encore qu'il était réveillé. Il était paralysé. Il a essayé de se calmer. Puis il a regardé dans le coin de la pièce. Et là, il a vu une femme encapuchonnée, avec une tête anormalement grande et des dents pointues qui le fixaient. À chaque fois qu'il clignait des yeux, elle semblait se rapprocher encore plus. Il a tout fait pour ne pas fermer les yeux, mais c'était extrêmement difficile. La femme se tenait maintenant au pied de son lit. Puis elle a commencé à ramper vers lui. Evan s'est souvenu d'une prière que sa mère lui avait apprise. « Maintenant que je me couche pour dormir, je prie le Seigneur de garder mon âme. Si je dois mourir avant de me réveiller, je prie le Seigneur de prendre mon âme. » Il a continué à la répéter jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quand il s'est de nouveau réveillé, c'était le matin. Il a regardé dans le coin de la pièce, là où la femme se tenait. Et ce qu'il a vu l'a terrifié. Dans le coin, il y avait des mots écrits avec du sang. Il disait « Je t'aurai la prochaine fois ». Cette histoire nous vient d'Emily. Pour son tout premier emploi, Emily travaillait comme livreuse et plongeuse dans une petite pizzeria des quartiers, tenue par une famille. La pizzeria se trouvait à distance de marche de son appartement, dans lequel elle venait tout juste d'emménager seule. Au début, Emily était la seule femme dans tout le bâtiment. Dès son premier jour, le patron lui a demandé de se changer et d'enfiler son t-shirt de travail dans la chambre froide. Elle a refusé et s'est changée dans les toilettes. Il a surveillé lorsqu'elle faisait des livraisons, s'asseyait près d'elle et posait son bras sur le dossier de son siège. Il lui a dit de le rejoindre, lui et les autres employés, pour aller boire un verre après le travail. Elle a poliment refusé. De toute façon, elle n'avait même pas l'âge légal pour boire. Il lui a demandé si elle avait un petit ami. C'était le cas à l'époque, alors elle lui a répondu oui, en précisant qu'il vivait dans une autre ville. Il lui a alors dit qu'il connaissait le prénom de son petit ami. Et c'était vrai. Pourtant, elle ne le lui avait jamais dit. Ensuite, sans lui demander son avis, il a proposé qu'un de ses employés vienne dormir sur son canapé, sous prétexte qu'il n'avait nulle part où aller. Elle a évidemment protesté et refusé. Avec le temps, les choses sont devenues de plus en plus étranges. Le patron l'emmenait à l'arrière du restaurant, là où il n'y avait pas de caméra, et l'a réprimandée parce qu'elle ne mettait pas d'eau de javel dans l'évier quand elle lavait la vaisselle. Après son service, il l'emmenait encore à l'arrière,
et faisait des compliments sur ses lunettes, lui disait qu'elle était belle. Elle répondait merci, reculait, puis rentrait chez elle. Un jour, alors qu'elle faisait la vaisselle, il est arrivé derrière elle et lui a soufflé dans la nuque. Puis lui a dit que puisqu'elle vivait seule, information qu'il ne lui avait jamais donnée, elle devait faire attention. Il a ajouté qu'il connaissait exactement la disposition de son appartement, parce qu'un de ses amis vivait dans l'immeuble. Elle lui a alors menti en lui disant qu'elle avait un colocataire masculin. Mais il a ricané, lui a dit que ce n'était pas vrai, et a ajouté qu'il allait s'introduire chez elle. Émilie est restée figée. Elle avait encore 4 livraisons à faire et attendait de partir. En sortant, elle a entendu l'un des neveux du patron marmonner quelque chose à propos du fait qu'elle était une fille. Elle a jeté les sacs de pizza dans sa voiture et a démarré. Elle s'est arrêtée un peu plus loin, a fait une crise de panique, et a laissé tomber toutes les pizzas et le reste de la commande devant la première maison. Elle était arrivée au bout de ses limites. Elle est rentrée chez elle, a appelé sa mère, et s'est assise dans la cuisine, avec un marteau pour se sentir en sécurité. Quelqu'un a frappé à sa porte d'entrée, mais n'a pas regardé qui c'était. Elle avait déjà une idée. Pendant ce temps, la pizzeria l'appelait non-stop. Elle avait laissé ses lunettes au restaurant, et elle avait encore leur sac de livraison. Elle a appelé son père à sa rescousse, qui est allé au restaurant à sa place, a rendu les sacs de pizza, et a menacé le patron, en lui disant qu'il n'aurait aucun problème à aller en prison si c'était pour lui faire payer. Des mois plus tard, elle a croisé l'un des neveux sur le campus de son université. Il l'a fixé du regard, de manière insistante et malsaine, jusqu'à ce qu'ils se croisent. Après tout ça, Émilie a adopté un énorme bulldog de 50 kilos, qui l'a protégé jusqu'au jour de sa mort. La pizzeria est toujours ouverte aujourd'hui, et Émilie vit toujours dans le même appartement. Autant dire qu'elle n'a jamais commandé une seule pizza dans ce restaurant. Cette histoire nous vient de Ryan, et ce qu'il va nous raconter lui est réellement arrivé. Pendant les vacances, lui et ses 2 amis ont décidé d'aller au village de l'un d'entre eux. Dans la nuit du 2e jour, ils ont décidé d'aller se promener dans les rues. Le village était extrêmement calme, et il n'y avait que quelques maisons dans ce secteur. C'était une nuit d'hiver, donc il y avait beaucoup de brouillard, et ils ne voyaient pas très loin. Les routes sur lesquelles ils marchaient étaient bordées d'arbres des 2 côtés, avec d'immenses rizières juste derrière. Même en plein jour, on ne pouvait pas y voir bien loin. Pendant qu'il marchait, son ami a commencé à avoir très peur. Ryan a essayé de l'effrayer encore plus. Il s'est amusé à lancer de petites branches et des bâtons dans les arbres pour faire du bruit. Son ami, tendu, a vraiment fini par s'énerver contre lui, alors Ryan a arrêté. Après quelques instants de marche, ils ont tous entendu quelque chose dans les arbres. Ryan a juré à ses amis que ce n'était pas lui cette fois, mais ils ne l'ont pas cru. Quelques minutes plus tard, c'est arrivé de nouveau. Cette fois, ils ont clairement vu que ce n'était pas Ryan. Et tous les 3 se sont figés au même moment. Ils ont vu quelque chose tomber de l'arbre et rester immobile, face à eux. À cause du brouillard, ils n'arrivaient pas à distinguer ce que c'était. Paniqués, ils ont pris la fuite dans la direction opposée à celle de la maison. La chose a traversé les arbres à toute vitesse et a atterri à quelques mètres devant nous. Ils étaient tétanisés. Mais soudain, une silhouette blanche est apparue derrière eux. C'était un homme immense, barbu, vêtu de blanc. Il leur a dit de le suivre et de ne pas avoir peur. Ils étaient tellement terrorisés qu'ils n'ont même pas réfléchi et ils l'ont suivi. Pendant qu'ils marchaient derrière lui, ils n'ont plus vu la créature qui les suivait. Heureusement, l'homme habitait juste à côté de leur maison. Ils étaient tellement terrorisés qu'ils n'ont même pas réfléchi et ils l'ont suivi. Pendant qu'ils marchaient derrière lui, ils n'ont plus vu la créature qui les suivait. Heureusement, l'homme habitait juste à côté de leur maison. Avant de partir, il leur a dit de ne plus sortir la nuit. Le lendemain matin, ils ont tout raconté aux habitants. Et c'est là qu'on leur a dit que personne ne vivait à côté de leur maison. Ils ont immédiatement fait leurs valises pour rentrer, et ils ne sont plus jamais retournés dans ce village. Cette histoire nous vient d'Arjun. Elle est arrivée à une vieille femme de son quartier, il y a quelques années. À l'époque, ils vivaient dans un quartier populaire, où toutes les maisons étaient proches les unes des autres. Une vieille femme vivait là avec son fils. Dans leur quartier, tout le monde entretenait de bonnes relations, notamment parce que beaucoup d'entre eux avaient été à l'école ensemble. Alors parfois, ils allaient manger chez les uns et les autres, surtout ceux qui travaillaient ensemble. Un jour, l'un des habitants est mort d'une crise cardiaque,
Quelques semaines après sa mort, quelqu'un a frappé à la porte de la vieille dame, après minuit. Ce soir-là, son fils travaillait de nuit, alors elle s'est dit que c'était lui. Quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé l'un des amis de son fils. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là à une heure pareille. Il lui a répondu qu'il avait faim. Elle l'a invité à entrer pour lui préparer quelque chose. Ils ont discuté pendant qu'il mangeait. Une fois le repas terminé, il est parti en lui souhaitant bonne nuit. Elle a fermé la porte et est allée se coucher à son tour. Au réveil, elle s'est attelée à ses corvées, tout en repensant à ce qui s'était passé pendant la nuit. Et soudain, la réalisation l'a frappée. La terreur l'a gagnée jusqu'au plus profond d'elle-même. Parce qu'elle a compris que l'homme qui était venu cette nuit-là n'était autre que celui qui était mort quelques semaines auparavant. Elle en a parlé à son fils et à ses voisins, mais personne en dehors d'elle ne l'a jamais vu. Encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il était venu cette nuit-là. Certaines personnes disent que, peut-être, il voulait simplement prendre son dernier repas. Cette histoire nous vient de Maya. Pendant des vacances d'été, Maya est allée rendre visite à son amie Maï, qui vivait à Satara, en Inde. Elles ont beaucoup profité de leur séjour, parce que la région était magnifique. Il y avait de grandes exploitations agricoles, des maisons dispersées, et une rivière qui traversait le village. Des routes bien entretenues serpentaient entre des forêts denses, et une brise fraîche passait à travers les arbres. Un dimanche soir, elles ont décidé d'aller manger quelque chose dans un petit stand de snacks à proximité. Après ça, elles ont passé un très bon moment à marcher ensemble sur la route. Elles ont réalisé un peu tard que la nuit tombait. À la campagne, l'obscurité semblait toujours plus profonde. Maïa a regardé son téléphone et est devenue nerveuse. Elle avait 5 appels manqués de sa mère. Elles ont commencé à s'inquiéter ou regarder autour d'elles. Il n'y avait personne sur la route. Soudain, l'obscurité est devenue totale. Les lampadaires se sont éteints. Maïa a dit « On ne doit pas s'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé un taxi ». Maya a hoché la tête et elles ont continué à marcher vers la maison. Après quelques minutes, elles ont entendu le bruit étouffé d'un tuk-tuk. Elles ont poussé un soupir de soulagement. Maya a demandé au conducteur de les déposer à son adresse et il a accepté. Elles sont rapidement montées à l'arrière. Le conducteur leur a demandé « Pourquoi vous vous promenez la nuit? C'est dangereux. Beaucoup de crimes et de phénomènes paranormaux se sont produits ici. » En entendant ça, la nervosité de Maya a empiré et lui a demandé de rouler plus vite. Maya s'est dit qu'elle savait quelque chose, mais qu'elle n'osait pas le dire. Quelques instants plus tard, elles ont regardé à travers la petite fenêtre du tuk-tuk. Un frisson a parcouru Maya. Il n'y avait absolument personne. Soudain, une femme est apparue juste devant leur véhicule, qui a freiné brusquement. Maya a crié « Aidons-la !» et elle a immédiatement commencé à descendre. Mais Maya lui a attrapé la main et a dit « Elle n'est pas ce qu'elle semble être. » Au même moment, le conducteur a changé de direction et a accéléré. Maya a regardé dehors. Maya aussi s'est retournée. Elles se sont pétrifiées. La femme allongée au sol souriait d'une manière terrifiante, avec du sang qui coulait de sa bouche. Elle a disparu pendant qu'elle s'éloignait. Enfin, elles sont arrivées à la maison. Leurs parents les cherchaient partout. Quand ils les ont vues, ils ont couru vers elles et les ont serrées très fort dans leurs bras. Après ça, Maya et Maï ont eu de la fièvre et de violents maux de tête. Elles étaient incapables d'oublier cette femme. Le lendemain matin, une nouvelle choquante s'est répandue dans tout le quartier. Un corps avait été retrouvé près de la rivière. Et malheureusement, c'était celui du chauffeur qui les avait déposés. Maya était si terrifiée que, dès le lendemain, elle rentrait chez elle avec ses parents. Peu de temps après, Maya a déménagé dans la ville de Maya, parce que des affaires de meurtre et de phénomènes inquiétants secouaient la sienne. La plupart des habitants avaient fui aussi. Elles sont toujours amies aujourd'hui. Maya a eu 25 ans récemment. Et malgré les années qui passent, cet événement leur glace toujours le sang. Elles n'osent même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si elles étaient descendues du véhicule pour aider cette femme. Cette histoire nous vient de Kai. Ça s'est produit en Angleterre, quand il avait environ 10 ans. L'événement a choqué tout le monde, parce que le taux de criminalité dans sa région était presque inexistant. Bref, voici ce qui s'est passé. C'était une journée de décembre enneigée, 1 ou 2 jours des vacances de Noël. Tout le monde était excité.
Il ne faisait pratiquement pas de travail en classe, alors Kai et ses 5 amis discutaient et s'occupaient comme ils le pouvaient. Puis leur prof, Madame J, a reçu un message du directeur. Un individu armé d'une machette était entré dans l'école, avec des intentions meurtrières. Même s'ils n'avaient pas vraiment fait d'exercice de confinement auparavant, ils étaient plus malins que la moyenne des élèves de CM2. Ils ont immédiatement éteint les lumières, fermé les fenêtres, verrouillé les portes, et se sont armés de crayons bien aiguisés. Et quand Kai dit bien aiguisé, il veut dire aussi aiguisé qu'un poignard. Ils se sont tous assis dans le noir, en attendant que l'alerte prenne fin. Mais malheureusement, elle n'a pas pris fin. Environ 10 minutes après le début du confinement, ils ont entendu les cris d'une femme, suivis de pas lourds près des escaliers. Puis la voix s'est mise à chanter. « Meurs, meurs, meurs. Je vais te poignarder jusqu'à ce que tu meurs. Meurs, meurs, meurs. J'espère que tu ne survivras pas. » À ce moment-là, au moins la moitié de la classe pleurait, et les autres avaient à peine la force de tenir. Vers la 15e minute de confinement, la femme mentalement instable est montée en trombe dans les escaliers. C'était une très mauvaise nouvelle, parce que leur salle de classe était la plus proche des escaliers de l'étage. Au même moment, Madame J s'est évanouie. Ils étaient seuls. Comme prévu, vu que leur classe était la plus proche de l'escalier, la femme a essayé de briser la vitre de la porte, déterminée à tuer les 23 élèves présents. Les 7 autres étaient absents ce jour-là. Et à leur horreur absolue, elle a réussi. Elle a déverrouillé la porte depuis l'extérieur, et elle est entrée dans la salle. Elle affichait le sourire le plus large et le plus terrifiant que Kai ait jamais vu. Et évidemment, par malchance, elle s'en est prise à lui. Elle l'a frappé, lui ouvrant la jambe. Une quantité énorme de sang s'est échappée de sa cuisse, et Kai était sur le point de perdre connaissance. Ses amis sont venus à sa rescousse. Ils avaient rassemblé tout leur courage pour se défendre. Ils ont réussi à maîtriser la femme, à l'assommer puis à l'immobiliser. La police est arrivée et l'a arrêté. Kai a été transporté à l'hôpital, et il a passé les pires vacances de Noël de toute sa vie. Il s'est avéré que la femme avait également poignardé certains de ses camarades de classe, et qu'eux aussi avaient dû être hospitalisés. Heureusement, tout le monde a survécu. La femme a été condamnée à 30 ans de prison. Mais le plus grand choc est venu après. Madame J était amie avec cette femme. Elle l'avait aidée afin qu'elle puisse entrer dans l'école et s'en prendre à eux. C'est pour ça que Madame J s'était évanouie. Et c'est aussi pour ça que leur classe a été spécifiquement visée. Madame J a été condamnée à 15 ans de prison. Cette histoire nous vient de Sacha, et s'est produite il y a 3 ans. Avant de commencer, Sacha précise qu'il est un garçon androgyne, avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus. On le prend souvent pour une vraie fille, parce qu'il est petit de taille et très mince. À l'époque, Sacha travaillait de nuit dans un drive, avec 3 de ses amis qu'il appellera Mike, Robbie et Charlotte pour cette histoire. Ils avaient aussi une chef d'équipe chargée de surveiller leur service et de leur attribuer leur pause. Il était environ 23 heures, et le restaurant devait fermer 1 heure plus tard. Le service était extrêmement calme. Il n'y avait rien d'autre à faire que de recommencer à nettoyer ce qu'il avait déjà été. Le responsable, plutôt détendu, leur a dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, à condition de revenir immédiatement s'il y avait des commandes. En réalité, elle disait surtout ça pour pouvoir sortir à l'arrière, fumer une cigarette et traîner sur les réseaux sociaux. Robbie et Charlotte ont décidé de s'éclipser discrètement, sachant que la responsable ne rentrerait pas avant l'heure de fermeture. Ils ont pris la voiture de Robbie et sont partis en disant qu'ils seraient de retour avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Il ne restait donc plus que Mike et Sacha seuls dans le restaurant. Après un moment, Sacha a remarqué quelque chose sur l'un des écrans de surveillance. Un homme se tenait là. Il était extrêmement grand et maigre. Ses bras semblaient anormalement longs, même si Sacha se disait qu'il exagérait peut-être. Sa peau recouvrait très mal les os en dessous. Ses yeux donnaient l'impression de sortir de leur orbite, et ses dents semblaient trop grandes pour sa bouche. Il restait immobile, se balançant lentement de gauche à droite. C'était comme si son corps bougeait, mais que son cou et sa tête restaient parfaitement immobiles, malgré le fait qu'ils y soient attachés. Sacha était complètement paniqué. Mike, lui, s'est contenté de rire en disant « Il doit être complètement défoncé ». Sacha a ri aussi, uniquement pour se rassurer. Mais ça n'a pas marché. L'homme n'avait pas de voiture, donc le casque de Sacha n'a pas pu se connecter au haut-parleur, qui lui aurait permis de lui parler. L'homme est resté là environ 5 minutes, puis il est parti. Sacha a ressenti un immense soulagement en le voyant disparaître de l'écran. Mais ce répit a été de courte durée.
Mike a proposé à Sacha de s'amuser un peu, et ce dernier était partant. Jusqu'à ce qu'un bip retentisse dans une borne. Quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton rouge pour passer commande. Avant même que Sacha puisse faire l'annonce habituelle du drive, il a entendu une respiration hachée. On aurait dit quelqu'un qui luttait désespérément pour respirer. Ou, comme Mike l'a décrit plus tard, quelqu'un avec la gorge tranchée. Sacha a rassemblé son courage et a parlé. « Bienvenue chez Sonic, vous pouvez commander quand vous voulez. » Il n'a reçu en réponse que cette respiration lourde. Tous les poils de ses bras se sont hérissés. Il a répété la phrase, au cas où l'homme n'aurait pas entendu. Toujours rien, à part la respiration. Au bout d'un moment, Sacha a raccroché, complètement terrifié. Il était maintenant 23h30. Mike et Sacha ont commencé à rassembler leurs affaires, puisqu'il était presque l'heure de rentrer chez eux. Ils ont alors entendu la porte arrière s'ouvrir puis se refermer. Ils ont pensé que c'était simplement Robbie et Charlotte qui revenaient discrètement, pour être là quand leur responsable viendra leur dire qu'ils pouvaient pointer et partir. « Vous êtes en avance ?» a lancé Mike vers l'arrière. Mais aucune réponse. « Ça va là-bas ?» a redemandé Mike. Toujours aucune réponse. Sacha voyait Mike s'énerver. Il est parti vers l'arrière en disant « Hé, je vous parle, je… » Mais il s'est interrompu net. Sacha le rejoint pour comprendre ce qui se passait. Et en arrivant à côté de lui, il a compris pourquoi Mike s'était tu. C'était l'homme de tout à l'heure. Il était entré par la porte, que la responsable laissait habituellement entrouverte, pour ne pas se retrouver enfermé dehors. Il se tenait là, elle est fixée. Ses yeux étaient encore plus écarquillés. Une substance blanche moussait à la commissure de sa bouche. Il a sorti quelque chose de sa poche arrière. Un couteau. Mike et Sacha sont restés figés, incapables de bouger. L'homme a relevé sa manche, dévoilant un bras anormalement long et housseux. Puis il a commencé à se taillader, en émettant la même respiration sifflante, avant de lancer un cri absolument glaçant. Il a hurlé si fort que Sacha a crié lui aussi, sous le choc. L'homme s'est tourné et s'est dirigé vers la sortie en boitant. Une jambe avançait normalement, tandis que l'autre traînait derrière lui. Mike et Sacha sont restés immobiles, incapables de réagir. Peu de temps après, Charlotte et Robbie sont entrés. Sacha et Mike leur ont immédiatement tout raconté. Au début, ils ne les ont pas crus. Mais le ton de leur voix et l'expression de leur visage ont fini par les convaincre. Peu après, le responsable est revenu, leur demandant s'ils étaient prêts à partir. Sacha lui a demandé s'il pouvait revoir l'enregistrement des caméras extérieures. Elle a accepté. En regardant la vidéo, Sacha était encore plus choqué par ce qu'il a vu. Il n'y avait aucun homme dans le drive. Et le plus terrifiant de tout ça, c'était de voir Sacha et Mike debout, complètement terrorisés. À cause de rien. Absolument rien. Cette histoire nous vient de Lena. Elle l'a vécue quand elle avait 13 ans. À cette période, elle traversait une phase extrêmement difficile liée à une séparation avec sa famille. À force de tout garder pour elle, ses émotions ont fini par exploser. Et elle a fait une crise. Elle a alors confié à sa psy qu'elle avait envisagé de mettre fin à ses jours. Sa psy en a parlé à sa famille d'accueil, qui a ensuite appelé sa mère. Pour faire court, Lena a été hospitalisée en urgence dans un hôpital à proximité. Après ça, elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique. Dans cet établissement, il y avait une section pour les enfants et une autre pour les adultes. Quand elle est arrivée, il était déjà assez tard, et elle a passé un long moment allongée sur un lit dans le couloir. Après avoir été examinée pour vérifier qu'elle n'avait pas de blessure, on lui a montré une chambre. La pièce était entièrement blanche, avec 2 lits et seulement un petit casier. Un des lits, dans un coin de la chambre, était vide. Dans un autre coin, près de la porte, se trouvait une fille. Elle semblait dormir, et l'infirmière l'a réveillée pour lui expliquer que Lena allait partager la chambre avec elle. La pièce était sombre, alors Lena avançait prudemment jusqu'à son lit, sans allumer la lumière pour ne pas la déranger davantage. Mais une fois l'infirmière partie, la fille s'est mise à lui parler, et ils ont discuté pendant un moment. Lena pensait que tout se passait bien, jusqu'au moment où, sans prévenir, la fille lui a dit d'aller chercher une infirmière. Pensant qu'elle avait besoin d'aide, Lena s'est exécutée. L'infirmière est venue et s'est arrêtée devant la chambre. Elle a demandé à la fille ce qui n'allait pas. Ce qu'elle a répondu a glacé Lena jusqu'au plus profond d'elle-même. D'une voix parfaitement calme, elle a dit « Vous devriez la changer de chambre. Je ne veux pas la tuer. » L'infirmière a eu l'air choquée. Elle a immédiatement demandé à une autre infirmière de déplacer Lena.
et les deux lui ont formellement interdit de s'approcher d'elle. Lena était persuadée que cette fille allait essayer de lui faire du mal, même si elle se trouvait dans une autre chambre. Aujourd'hui, Lena n'est plus du tout dans cette période sombre de sa vie. Elle va beaucoup mieux. Mais cet instant reste le moment le plus terrifiant qu'elle ait jamais vécu. Avez-vous déjà vu un homme-chat? Un vrai homme-chat. Un homme dans un corps de chat. Une sorte d'hybride horrible. Un mutant? Ou peut-être le résultat d'une manipulation génétique? Ou alors, est-ce que cette chose a toujours existé? Noah n'oubliera jamais le jour où il a fait face à ce monstre. Il conduisait sur une autoroute. Et soudain, un animal gigantesque, ressemblant à un léopard, a bondi sur la chaussée. Surpris, Noah a freiné brutalement, et la voiture s'est mise de travers pendant qu'il essayait de l'éviter. Il a percuté le garde-fou et a été blessé. Et ce qu'il a vu quand il a levé les yeux vers la route lui donne encore des frissons. La créature avait un corps de félin, mais son visage était celui d'un homme. À première vue, on aurait dit un léopard, parce que ce n'était pas très grand. Mais Noah a clairement vu que son visage était humain. La chose lui a lancé un bref regard, puis s'est retournée et a disparu dans les bois. Sous le choc de l'accident, ajouté à celui provoqué par le monstre, Noah a failli perdre connaissance. Finalement, les secours sont arrivés et il a été transporté à l'hôpital. Heureusement, il n'a pas eu de blessures graves, mais sa voiture était complètement détruite. Quand il s'est calmé, il a repensé à la dashcam. Il a visionné ce que sa caméra avait enregistré, mais la vidéo ne montrait pas clairement le visage du monstre. À l'écran, ça ressemblait simplement à un animal, à un léopard ou autre. Tous ceux qui ont regardé la vidéo lui ont dit que ce n'était qu'un animal, et ne l'ont pas cru. Mais depuis ce jour-là, Noah souffre de terribles cauchemars. C'est absolument horrible de revoir ce monstre avec un visage d'homme. Et encore aujourd'hui, il n'arrive pas à oublier ses yeux. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'était ? Cette histoire nous vient de Clara. Ça lui est arrivé quand elle avait 10 ans. Chaque soir vers 18h, Clara et ses amis allaient jouer dans le parc près de leur immeuble. C'était leur routine quotidienne, et c'était toujours elle qui passait appeler tout le monde pour aller jouer. Elle frappait à la porte de chacun de ses 5 amis. Ce n'était pas compliqué, puisqu'ils vivaient tous dans le même immeuble. Un jour, elle est allée chercher son amie. Appelons-la Abby. Clara et Abby étaient très proches, et ils adoraient tout se raconter. Dernièrement, Abby faisait des cauchemars. Quand elle se réveillait, elle ne s'en souvenait pas. C'était étrange, Clara le savait, mais Abby n'aimait pas en parler, alors elle ne lui posait pas trop de questions. Clara a frappé à la porte d'Abby. Elle lui a ouvert la porte avec un air effrayé sur le visage. Clara lui a demandé si quelque chose n'allait pas, et Abby lui a simplement répondu qu'elle avait encore fait un cauchemar pendant sa sieste. Curieuse, Clara lui a demandé si elle s'en souvenait. Et contre toute attente, cette fois-ci, oui. Abby lui a raconté qu'elle avait rêvé d'une femme tenant un marteau à la main, qui la fixait droit dans les yeux. La femme avait un sourire inquiétant sur le visage. Du sang tachait sa robe blanche. Le marteau était pointé vers Abby, et la femme se tenait dans un parc, avec des balançoires et des fleurs. Abby s'est alors mise à pleurer, en disant qu'elle ne supportait plus de faire ses cauchemars, et qu'elle voulait que ça s'arrête. Clara l'a réconfortée et lui a proposé d'aller jouer pour se changer les idées. Et lui a aussi conseillé d'en parler à ses parents. Mais Abby a répondu que ce n'était sûrement pas grave, et qu'elle allait bien. Elles sont allées au parc et ont joué, fait de la balançoire et du toboggan. Il était environ 19h, et il faisait déjà sombre. Alors Abby, leurs autres amis et Clara ont décidé de quitter le parc. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, une femme en robe blanche est apparue devant elle. Elle avait un sourire malsain qui mettait Clara très mal à l'aise. Et le pire, c'est qu'elle tenait un marteau, et que sa robe était couverte de sang. Clara et ses amis sont restés figés, sous le choc et terrorisés. Abby a regardé Clara. C'était la femme de son rêve. Elle était là. Le cauchemar d'Abby n'en était pas un. C'était une prémonition. Ils ont couru vers la sortie du parc aussi vite qu'ils le pouvaient. La femme au marteau les a poursuivis jusqu'à la sortie, rampant à 4 pattes. Mais quand ils sont entrés dans l'immeuble, elle a disparu. Ils sont rentrés chez eux et ont tout raconté à leurs parents, mais personne ne les a crus. Clara n'était pas sûre qu'Abby ait parlé aux siens, et comme elle était inquiète,
elle a fini par aller le raconter elle-même. Elle leur a aussi expliqué qu'Abby avait fait un cauchemar à ce sujet. Au début, ils ne l'ont pas cru, comme les autres. Puis ils ont vu l'expression de terreur sur son visage. Et ils ont compris. Ils ont appelé la police. Une enquête approfondie a été menée dans le parc. Et les policiers ont recueilli les témoignages de tous les enfants. Clara était reconnaissante que personne n'ait été blessé par cette femme. La police n'a trouvé aucune trace d'elle en revanche. Le pire, c'est que quand les policiers ont vérifié les enregistrements des caméras du parc cette nuit-là, la femme n'y apparaissait pas. Les images montraient seulement Clara et ses amis, immobiles pendant un instant, puis courant tout aussi vite qu'ils le pouvaient. Les policiers ont alors pensé qu'ils leur faisaient perdre leur temps, et l'enquête a été abandonnée. Aujourd'hui, Clara a 16 ans, et elle, ses amis et amis, jurent encore que tout ça est vraiment arrivé. Ils ont tous fui la femme en robe blanche. Encore aujourd'hui, Clara est terrifiée par ce qui s'est passé ce jour-là. Cette histoire nous vient de Sofia. Un jour, elle était à la maison avec ses 2 grands frères, Yann et Nico. Sa mère travaillait et ne devait pas rentrer avant 20 heures. À cette époque, elle était pratiquement tout le temps seule à la maison avec ses frères aînés. Pour info, Sofia avait 7 ans au moment de cette histoire. Yann avait 13 ans et Nico 14 ans. Ils étaient très protecteurs envers elle. Sofia se souvient de cet incident avec une précision saisissante. Elle ne pense pas que quoi que ce soit puisse lui faire oublier ce moment. Et parfois, elle en fait encore des cauchemars. Pendant que Sofia et ses frères prenaient leur goûter, la sonnette de la porte a soudain retenti. Rappelez-vous, nos grands-parents et maman nous ont toujours dit de ne jamais ouvrir la porte, sauf s'ils nous préviennent que quelqu'un doit venir. En disant ça, Yann leur a dit de ne pas s'approcher de la porte. Mais Nico l'a traité de poule mouillée et s'est dirigé vers la porte. Avant de l'ouvrir, il a regardé par la fenêtre, puis s'est immédiatement baissé. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Yann lui aussi a regardé dehors et a rapidement tiré les rideaux. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Sofia. Mais Yann n'a pas répondu et a pris un énorme couteau dans la cuisine. « Apporte-moi le téléphone, tout de suite !» Sofia a même vu son frère attraper une bombe de poivre. Elle lui a donné le téléphone et s'est approchée de la porte. En petite fille naïve qu'elle était, elle a innocemment ouvert la porte. Yann l'a aussitôt portée dans ses bras et s'est mise à courir. C'était juste à temps. Sofia a vu une balle passer tout près de son petit visage. Par chance, elle ne l'a pas touchée. Tous les 3 se sont précipités dans la chambre. La porte avait 2 verrous, et dès qu'ils l'ont verrouillée, l'intrus a commencé à la frapper violemment. Sofia s'est mise à pleurer très fort, et l'homme lui a dit « Ne t'inquiète pas mon enfant, je peux t'aider à dormir. » Nico a hurlé « Dégage de notre maison !» Il a ensuite repris le téléphone à Sofia et a appelé la police, ainsi qu'un voisin pour avoir de l'aide. Heureusement, la police est arrivée immédiatement, et l'homme a été arrêté sur place. La mère de Sofia est également rentrée après avoir reçu un appel de la police. Elle leur a dit qu'elle engagerait une babysitter à l'avenir. Il s'est avéré que cet homme était un criminel dangereux, un meurtrier. Il avait fait plus de 10 victimes, toutes des enfants. Il a fini par être condamné à mort. Les années sont passées. Sofia avait 20 ans. Elle regardait les informations avec sa mère et ses 2 frères. Un reportage parlait d'un meurtre. 2 jeunes garçons avaient été tués chez eux. Sofia sait que ce n'était pas le même criminel que dans son histoire. Mais ça lui brise le cœur de savoir que ce genre de personnes existent réellement et qu'elles ne sont pas si rares. Elle espère qu'ils arrêteront un jour de commettre ces choses horribles. Cette histoire nous vient de Lucas. Les faits se sont produits quand il avait 13 ans. À cette époque, c'était un élève très studieux. Ses études passaient avant tout le reste. C'était un lundi ensoleillé quand il est rentré de l'école. Ses parents se préparaient à aller à une soirée. Sa mère lui a demandé s'il voulait venir avec eux. Sa réponse a été un grand non, parce qu'il avait un contrôle de maths le lendemain. Lucas est monté dans sa chambre, s'est occupé de ses affaires, puis s'est mis à réviser. Au bout d'environ une demi-heure, son frère est entré dans sa chambre pour lui dire que leurs parents partaient. Lucas a verrouillé la porte derrière eux et leur a fait un au revoir par la fenêtre. 3 quarts d'heure plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Le stress de Lucas est monté d'un coup. Puis il a entendu une voix qui ressemblait à celle de sa mère. La voix a dit que la soirée avait été annulée et qu'ils étaient rentrés pour dîner avec lui. Lucas avait un mauvais pressentiment.
la voix répétait la même chose 3 fois, à 15 minutes d'intervalle. La 3e fois, Lucas criait très fort de les laisser tranquilles et d'ouvrir elle-même avec sa clé. Vers minuit, sa mère est entrée dans sa chambre, l'a réveillée et lui a donné à manger. Lucas lui a dit « Désolé de t'avoir crié dessus, maman, je ne voulais pas te faire de peine. » Sa mère a eu l'air confuse et lui a dit qu'il venait tout juste de rentrer, 15 minutes plus tôt. Lucas n'y comprenait plus rien. Sa mère lui a donné des médicaments contre l'anxiété et il s'est rendormi. À 2h du matin, quelqu'un a de nouveau frappé à la porte. La même voix s'est fait entendre, cette fois de manière furieuse. Lucas a dit que ça en était assez et qu'il allait ouvrir la porte. Lui et sa mère se sont figés de choc. Quand ils ont ouvert, il a entendu des bruits de lutte. Une femme mal habillée, les cheveux détachés, était en train de frapper son père. Sa mère a appelé la police. La femme s'est jetée sur elle, lui a attrapé les cheveux et l'a balancée dans l'escalier. Puis elle a sorti un couteau et a foncé vers Lucas. Quand il a ouvert les yeux, il se trouvait à l'hôpital. Sa mère lui a expliqué que son frère avait lancé un skateboard sur la tête de la femme, ce qui l'avait assommée. La police était arrivée juste après ça. Les agents leur ont expliqué que cette femme était une célèbre imitatrice de voix, mais qu'un jour, elle avait perdu toute sa fortune et était devenue folle. Depuis ce moment-là, c'était devenu une meurtrière. Lucas se souvient encore très clairement de son visage. Il ne l'oubliera jamais. Cette histoire nous vient d'Evan. Et c'est passé en 2020, quand la pandémie était au plus fort. Evan a toujours été un peu en surpoids et plutôt flemmard. Et comme il n'y avait personne sur les routes, il a décidé de se mettre à marcher pour faire de l'exercice. Son quartier formait une grande boucle. Et en faisant le tour complet, on parcourait un peu moins de 2 kilomètres. Les seules personnes qui croisaient régulièrement étaient un couple très gentil, qui sortait marcher aux mêmes heures que lui. Il s'arrêtait souvent pour discuter quelques minutes, de temps en temps. Evan en est même venu à attendre ses promenades avec impatience, juste pour pouvoir parler avec eux. Mais un jour, ils ont disparu. Il ne les a plus jamais vus dehors. La pelouse devant leur maison a commencé à devenir très haute, et certaines parties de la maison semblaient abîmées par le manque d'entretien. Au bout d'un moment, la curiosité a pris le dessus. Il a décidé qu'à chaque fois qu'il passerait devant leur maison, il frapperait à la porte. Mais il n'obtenait jamais de réponse. Le jour où tout a basculé, Evan avait été occupé et avait raté sa promenade habituelle. Il a donc décidé d'aller marcher de nuit. Il a pris une lampe torche et s'est mis en route. Il est finalement passé devant la maison du couple. C'est là qu'il a remarqué que la porte d'entrée était ouverte. Curieux comme il l'était, Evan s'est avancé dans l'allée et a appelé à l'intérieur de la maison. « Bonjour, y a quelqu'un ?» Tout était silencieux. Mais alors qu'il se tenait là, il a entendu un grincement sur sa droite. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec sa lampe. Et la lumière s'est posée sur un homme grand, à l'allure menaçante, qui se tenait là, en train de lui sourire. Evan a sursauté en le voyant. L'homme s'est alors jeté sur lui. Comme Evan l'avait mentionné plus tôt, il était en surpoids. Il ne pouvait donc pas courir très vite. L'homme l'aurait rattrapé si une voiture n'était pas passée pile à ce moment-là. L'homme est retourné en courant vers l'intérieur de la maison. Evan a réussi à s'enfuir et il a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé l'homme exactement au même endroit que celui où Evan l'avait vu la première fois. Ce n'est que bien plus tard que tous les détails ont été révélés. L'homme qui l'avait poursuivi cette nuit-là a avoué avoir brutalement assassiné le couple qui vivait dans cette maison. Il avait enterré leur corps dans le jardin. Il a aussi reconnu les avoir torturés avant de mettre fin à leur jour. La nuit où Evan était entré dans la propriété, l'homme était en train de vérifier que les corps ne soient pas découverts à cause des fortes pluies. Le couple a été exhumé et des obsèques dignes ont été organisées. Après ça, la maison a été rasée. Le meurtrier a tenté de plaider la folie, mais le tribunal a rejeté cet argument. Il a été condamné à 2 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Parfois, Evan passe encore devant l'endroit où vivait autrefois le couple. Et à chaque fois, il pense à ces 2 personnes douces et innocentes, arrachées à la vie par un véritable monstre. Cette histoire nous vient de Christina. Les faits se sont produits il y a 2 ans, quand elle avait 15 ans. Et ce qui s'est passé l'a complètement traumatisée. Christina avait une meilleure amie qui s'appelait Adesua. Elle venait du Nigeria.
Adesua était très belle. Elle avait la peau couleur caramel et des cheveux afro-bruns foncés. Christina, elle, ne se trouvait pas aussi jolie. Elle n'était pas laide, mais elle se considérait comme moins belle avec ses cheveux roux et ses yeux bleus. Disons simplement qu'Adesua attirait tous les regards, surtout ceux des garçons. Un jour, alors qu'elles traînaient ensemble, une voiture blanche s'est arrêtée à côté d'elle. Un homme dans la vingtaine a baissé sa vitre. Il n'avait rien d'effrayant. Au contraire, il était plutôt très beau. « Où allez-vous, jolie demoiselle ?» il a demandé avec un sourire charmeur. « Ça ne te regarde pas, » a répondu Adesua. « Qu'est-ce qu'il y a, jolie fille ?» Il ne lâchait pas son ami des yeux. « Bien sûr, tout tourne autour d'Adesua, » s'est dit Christina. « Et toi alors, ma belle ?» il a ajouté en regardant Christina et en lui faisant un clin d'œil. Christina a rougi. C'était la première fois qu'un garçon lui parlait alors que son ami était là. Elle était déjà complètement sous le charme. Adesua, en revanche, n'avait pas envie de lui parler. Mais ça ne dérangeait pas Christina. Au contraire, elle était presque contente de l'avoir pour elle seule. Après une demi-heure de discussion, l'homme leur a demandé si elle voulait monter avec lui. Adesua lui a crié que non, mais Christina, elle, avait envie d'y aller. Sa voiture avait l'air très chère, et la nouveauté de l'attention masculine la grisait. Elle a dit à Adesua qu'elle voulait y aller. Adesua a essayé de l'en dissuader, mais Christina avait déjà pris sa décision. Elle est montée dans la voiture et a laissé son ami derrière elle. Au début, tout allait bien. Ils roulaient, discutaient et riaient. Il faisait déjà nuit quand Christina a voulu rentrer chez elle. Elle lui a demandé de la ramener. Il a hoché la tête, puis il a continué à rouler. Après une demi-heure, Christina a réalisé qu'il ne connaissait même pas son adresse. Et surtout, il ne la lui avait jamais demandé. Naïve, Christina s'est dit qu'il allait peut-être simplement la déposer là où il l'avait trouvée. Ils ont continué à rouler. Et à force, elle s'est endormie. Elle s'est réveillée parce que quelqu'un était en train de l'attacher. Elle a ouvert les yeux et a vu l'homme en train de la ligoter à une chaise, dans ce qui ressemblait à un sous-sol. Il a remarqué qu'elle était réveillée et lui a souri. « Ton amie était vraiment intelligente. Tu sais, c'est elle que j'aurais préféré prendre. » Christina était totalement perdue. Elle lui a demandé en tremblant ce qu'il racontait, ce qu'il voulait lui faire. Mais il n'a pas répondu. Il s'est contenté de rire comme un fou. Christina s'est demandé dans quoi elle s'était embarquée. Peu de temps après, on a frappé à la porte. Il a arrêté de rire et est monté ouvrir. Puis il est redescendu, avec un homme dans la soixantaine. « Tu m'avais promis une réfugiée », a dit l'homme âgé. Christina ne comprenait rien. Il parlait d'elle. Il parlait même du prix auquel l'homme allait l'acheter. Elle ne savait absolument pas quoi faire. Puis elle a entendu un énorme fracas contre la porte. Quelqu'un est entré de force dans la maison et a ouvert la porte en grand. Des policiers se tenaient là, avec ses parents et Adesua, tous visiblement paniqués. Plus tard, son ami lui a rappelé qu'elles avaient installé un traceur sur leur téléphone, pour pouvoir se retrouver à tout moment. Comme Christina ne répondait pas, Adesua l'avait utilisé. Et quand elle avait vu que Christina se trouvait dans un autre pays, elle avait immédiatement appelé la police. « Comment ça, un autre pays ?» elle s'est exclamée. Elle était sous le choc. Elle n'avait même pas réalisé qu'ils avaient roulé aussi longtemps. Mais elle était surtout soulagée d'être en sécurité. L'homme qui l'avait enlevée a été arrêté. C'était un criminel qui kidnappait des filles pour les revendre. Il avait fait ça à environ une trentaine d'autres filles. Christina est reconnaissante de ne pas avoir fait partie de celles qui n'ont jamais été retrouvées. Il est maintenant en prison et a écopé d'une longue peine. Christina sait désormais que tous les fous n'ont pas l'air fous et qu'elle ne peut faire confiance à personne. Cette histoire nous vient d'Alex. Au moment où il écrivait son récit, les faits s'étaient produits une semaine plus tôt. Depuis quelques mois, Alex apprenait l'allemand, simplement parce qu'il trouvait ça amusant d'apprendre une nouvelle langue. Il n'aurait jamais imaginé que ça lui sauverait la vie. Alex vit dans le Maryland, et dans son comté, les cours se faisaient en présentiel plutôt qu'à distance. Depuis qu'il était entré au lycée, il avait décidé de rentrer à pied après l'école, parce qu'il aimait marcher et que ça l'aidait aussi à gérer le stress du lycée. Donc, comme tous les autres jours, il a commencé son trajet à pied après les cours. Il avait ses écouteurs et marchait tranquillement, regardant surtout les arbres autour de lui et les voitures qui passaient. Environ 15 minutes après le début de sa marche, il a entendu deux voix derrière lui. À ce qu'il percevait, ça ressemblait à deux hommes d'âge moyen. Il n'y a pas prêté attention au début, mais il a retiré ses écouteurs au cas où ils essayeraient de lui parler. C'est là qu'il a remarqué qu'ils parlaient en allemand. Curieux et voulant tester son niveau,
Alex s'est concentré sur leur conversation. Il a commencé à s'inquiéter quand il a compris qu'il répétait souvent l'expression « le garçon devant ». Le bruit des voitures ne lui permettait pas de tout entendre clairement, mais il a distinctement entendu une phrase qui lui a noué l'estomac. L'un des hommes a dit « Il faut l'attraper vite, avant qu'il ne s'échappe ». Après avoir entendu ça, Alex a jeté un bref regard derrière lui. Il a vu les deux hommes qui semblaient sur le point de l'agresser. L'un était très grand et l'autre de taille moyenne. Ils étaient tous les deux habillés entièrement en noir, avec des capuches relevées et des masques noirs sur le visage. Quand Alex les a regardés, ils l'ont immédiatement fixé, leurs yeux semblant presque transpercer les siens. Il a fait comme s'il ne se doutait de rien, même s'il savait parfaitement ce qu'il projetait. Il a commencé à accélérer progressivement le pas. Apparemment, eux aussi, parce qu'il entendait deux paires de pas derrière lui, de plus en plus proches. Ensuite, Alex a fait quelque chose qu'il ne peut décrire que comme stupide. Il s'est arrêté et s'est retourné pour leur faire face. Ils se sont arrêtés net eux aussi. Et cette fois, il a pu bien les voir. Ils avaient tous les deux baissé leur masque et affiché un sourire étiré d'une oreille à l'autre. Le plus dérangeant, c'était que, malgré leur sourire, leurs yeux continuaient à le fixer intensément. C'était vraiment le genre de choses qu'on voit dans des cauchemars. Alex est resté immobile comme une statue, jusqu'à ce qu'il entende le plus grand crier en allemand. « Attrape-le, maintenant !» Alex s'est immédiatement mis à sprinter sur le trottoir, faisant de son mieux pour ne pas se retourner. Mais l'envie de regarder derrière lui était très forte. Au moment où il a cédé et regardé, il a vu l'homme le plus petit à quelques centimètres de son visage, les bras tendus pour l'attraper. Ça lui a donné un énorme regain d'adrénaline. Il s'est mis à courir encore plus vite, sans reprendre son souffle, jusqu'à ce qu'il n'entende plus de pas derrière lui. Quand il s'est enfin senti en sécurité, il s'est retourné. Il a vu l'homme le plus grand faire un geste de rage. L'autre a poussé un hurlement glaçant, presque animal. Il ne s'attendait pas à ça. Ça l'a profondément marqué, et il sait qu'il n'oubliera jamais ce son de toute sa vie. Il les a vus partir en courant dans la direction opposée. Alex ne s'est pas senti en sécurité tant qu'il n'avait pas complètement disparu de sa vue. Une fois hors de vue, il s'est remis à courir jusqu'à rentrer chez lui. Il est monté directement dans sa chambre. Il n'a pas jugé utile d'en parler à ses parents. D'abord parce que leurs vêtements se fondaient dans la masse. Ensuite, parce qu'il n'avait pas réussi à se faire une image précise d'eux, même en les ayant regardés longuement. Sans compter qu'il avait peur de leurs représailles. Mais une chose est sûre, Alex ne rentrera plus jamais à pied. Il sait qu'il n'oubliera jamais ce moment où il s'est retourné pour croiser leur regard terrifiant. Une autre pensée le hante encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas compris l'allemand ? Cette histoire nous vient de Priya. Elle lui est arrivée en 2019, alors qu'elle faisait son master dans une université en Inde. Avant de plonger dans l'histoire, quelques mots sur elle. Elle a 25 ans, a récemment terminé son master, et elle travaille aujourd'hui. Elle est indienne, comme vous l'aurez compris. Elle ne croit pas au paranormal, ni rien de ce genre. Mais elle ne sait pas comment expliquer ce qu'elle a vécu en 2019. C'était vraiment l'expérience la plus terrifiante de toute sa vie. Et encore aujourd'hui, elle n'a aucune explication valable. À l'époque, pendant son master, Priya vivait dans un dortoir situé à l'intérieur même de l'université. Sa chambre était correcte. Pour expliquer un peu l'organisation du dortoir, chaque chambre était divisée en 2 espaces, permettant à 2 personnes de partager la même pièce. Une nuit, Priya et sa colocataire se sont préparées à dormir, comme d'habitude après le dîner. Elles ont éteint la lumière et se sont glissées dans leur lit. Elles se sont souhaitées bonne nuit, puis se sont endormies. Quelques heures plus tard, Priya était légèrement tirée de son sommeil, avec la sensation que quelque chose lui léchait les lèvres. Elle a entrouvert les yeux pour voir ce que c'était. Et là, à sa grande horreur, une silhouette sombre, comme une ombre noire, était assise sur le sol à côté de son lit, en train de lui lécher le visage. Priya s'est pétrifiée. Elle n'arrivait plus à bouger ni les mains, ni les pieds. Elle était allongée, totalement immobile, à observer cette chose étrange juste à côté d'elle. Puis elle a vu la silhouette se lever, courir vers le mur et disparaître en une fraction de seconde. Priya était tellement choquée qu'elle est restée figée, incapable de bouger, paralysée par la peur. Elle a regardé sa colocataire, qui dormait profondément, et n'a pas voulu la réveiller. Alors, lentement, elle s'est redressée et s'est assise sur son lit, essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Elle a bu un peu d'eau. Puis elle s'est dirigée vers une étagère, et a pris une petite statuette du dieu Ganesh, très vénérée en Inde.
Elle l'a serré très fort dans ses mains, a prié, puis a placé la statuette sous son oreiller avant de se rendormir. Priya n'a jamais raconté cette expérience à qui que ce soit. Et à chaque fois qu'elle y repense, ça lui donne des frissons. Était-ce de la paralysie du sommeil? Ou quelque chose de paranormal? Elle n'en sait rien. Tout ce qu'elle sait, c'est que quoi que c'était, ça reste un mystère. Cette histoire nous vient d'Anna. Il y a 2 ans, elle a vécu sa première expérience de paralysie du sommeil. Anna est le genre de fille qui aime beaucoup tout ce qui fait peur. Même si elle savait que tout se passait dans sa tête, la peur qu'elle avait ressentie à ce moment-là était si intense et si réelle qu'elle a presque apprécié l'expérience. À partir de là, elle a continué à avoir de petites paralysies du sommeil, plutôt ennuyeuses et assez fréquentes. C'était devenu quelque chose de presque normal pour elle. Mais l'année dernière, vers le mois de novembre, son père et son frère ont eu une dispute assez violente. Son frère a tenu des propos très durs envers leur père, et celui-ci en a été profondément blessé. Il a alors cessé de prier. Dans leur maison, il y avait un petit temple, et habituellement, c'était toujours son père, ou parfois sa mère, qui priait chaque jour. Pour Anna, c'était très étrange, parce qu'elle n'avait jamais vu son père passer une seule journée sans prier. Sur le moment, elle a essayé de ne pas y prêter attention, mais sans vraiment savoir pourquoi. Elle a commencé à ressentir une atmosphère négative autour d'elle, et s'est mise à avoir peur de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Des cauchemars ont suivi. Elle rêvait d'entités maigres, sans tête, qui la poursuivaient, de maisons en feu comme en enfer, de scènes de torture. Et ce n'était pas tout. Elle a aussi commencé à entendre des bruits étranges venant de son placard, comme des griffures et de légers coups. Elle a raconté tout ça à sa sœur jumelle. Au début, sa sœur ne l'a pas cru, mais elle lui a tout de même avoué qu'elle ressentait, elle aussi, une peur diffuse, sans savoir pourquoi. Peu après, l'école a repris, et ils ont été très occupés par leurs cours. Progressivement, ces phénomènes sont devenus moins présents, presque imperceptibles. Mais la nuit de cette histoire a été la plus terrifiante de toutes. Anna était en train de terminer ses devoirs. Il était environ 2h30 du matin, et elle était épuisée. Elle est allée se coucher. Allongée sur son lit, elle regardait le plafond, qui lui semblait plus sombre que d'habitude. Elle a ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière des lampadaires, mais ça n'a rien changé. Trop fatiguée, elle a fini par ignorer ça et s'est endormie en serrant sa couverture contre elle. Allongée sur le dos, les bras croisés sur le tissu comme pour l'enlacer. Elle a alors ressenti une étrange sensation, comme si son corps flottait dans les airs, comme s'il était suspendu au plafond. Cette sensation lui a d'abord semblé agréable. Puis elle a réalisé que son corps devenait rigide, comme s'il se paralysait. Elle a eu l'impression que quelque chose au-dessus d'elle l'aspirait hors de son corps, comme si une force l'attirait vers le haut. Son torse, surtout au niveau de la poitrine, s'est mis à se tendre vers le plafond. Respirer est devenu de plus en plus difficile. Elle a senti qu'elle perdait le contrôle de son corps, comme si toute vie le quittait, comme si son âme était en train de partir. Elle a commencé à suffoquer. Son corps entier s'est mis à pulser violemment. Elle pouvait sentir chaque battement, dans ses dents, son cou, sa tête, ses bras et ses jambes. Mais elle ne pouvait pas bouger, pas même d'1 millimètre. Son cœur lui faisait mal. La peur était telle qu'elle a essayé de toutes ses forces de réveiller son corps. Finalement, juste avant que la situation ne s'aggrave, sa bouche s'est ouverte. Elle a aspiré de l'air brutalement, comme quelqu'un qu'on sort de l'eau après une noyade. Quand elle a repris sa respiration, elle a ouvert grand les yeux et a balayé la pièce du regard. Et ce qu'elle a vu l'a terrorisée. Une silhouette sombre et difforme se tenait là, en train de l'observer, avec 2 yeux d'un blanc éclatant. Quand elle a essayé de la regarder plus attentivement, la chose est sortie de sa chambre en traversant la porte. Anna était si terrifiée qu'elle n'a pas réussi à se rendormir de la nuit. Elle a fini par lancer des prières sur son téléphone, alors qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant. Elle n'arrivait pas à croire à ce qu'elle avait vu. Elle a tout raconté à son père. Il l'a écoutée avec un air grave et inquiet, puis lui a dit qu'elle n'avait plus à s'inquiéter. Il lui a assuré qu'il la protégerait toujours. Avant de partir, il a ajouté une seule phrase. « Je lui pardonne ». En parlant de son frère, elle suppose. Cette histoire nous vient de Lina. Ça s'est passé vers la fin de sa dernière année de collège.
Lina avait intégré un nouvel établissement en classe de 5e. Et depuis ce jour-là, elle était harcelée en permanence. Même les élèves de son bus ne la laissaient jamais tranquille. Chaque journée se ressemblait. Monter dans le bus, se faire harceler et insulter. Descendre au collège et se refaire harceler. Puis subir la même chose sur le trajet du retour. Un jour, en montant dans le bus, elle était déjà de très mauvaise humeur, parce que sa mère l'avait disputée pour une broutille. Elle s'est assise à sa place habituelle, un siège avant le dernier côté gauche, a posé la tête contre le dossier et a essayé de s'assoupir. Au bout de quelques minutes, les garçons ont recommencé à lui tirer les cheveux et à la piquer, comme ils le faisaient tous les jours. Mais cette fois-là, ça l'a énervé bien plus que d'habitude. Elle leur a crié dessus et les a repoussés plus fort que d'ordinaire. « Tais-toi, espèce de taré! Rends service à tout le monde et meurs !» a hurlé l'un d'eux en retour. Ce qui l'a le plus surprise, c'est que l'enseignant présent dans le bus n'a rien dit. Comme si ça ne suffisait pas, quelques filles se sont jointes à eux et ont commencé à lui dire qu'elle était nulle, moche, et qu'elle resterait une humaine inutile toute sa vie. Tout ce harcèlement l'affectait évidemment, mais ce jour-là, c'était différent. Son corps a commencé à trembler, ses mains se sont mises à vibrer. Elle a senti une montée brutale, et ce n'était clairement pas quelque chose de positif. Les autres élèves ont ri, en disant qu'elle était juste bizarre. Puis, soudainement, elle a perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, tout le monde était de nouveau assis à sa place, au lieu d'être regroupés autour d'elle, et ils avaient l'air secoués. Elle s'est levée et s'est retournée. Le garçon qui lui avait tiré les cheveux plus tôt a sursauté. Lina était totalement perdue. Est-ce qu'elle leur avait fait quelque chose? La journée passait très vite. Et enfin, c'était l'heure de rentrer chez elle. Elle est montée dans le bus et s'est assise à sa place habituelle. Mais personne ne lui a parlé. Personne ne l'a frappée ou provoquée. D'habitude, elle descendait en dernier. Quand la majorité des élèves sont partis, elle a demandé au garçon assis devant elle ce qui s'était passé. Il lui a répondu que ses yeux étaient devenus rouges, qu'elle affichait un sourire dément et qu'elle avait éclaté de rire. L'un des garçons avait demandé pourquoi elle riait et s'apprêtait à dire quelque chose, quand Lina l'avait attrapé par le cou et lui avait murmuré à l'oreille « Tu me mets en colère, et si tu me mets encore plus en colère, je te promets que je t'ouvrirai la gorge et que je cacherai ton corps là où personne ne le trouvera. Tu as compris? Et si tu me provoques encore, souviens-toi de ça, tu me reverras très bientôt. » Elle avait failli l'étrangler avant que quelqu'un ne la repousse, et elle s'était de nouveau évanouie. Tout le monde était sous le choc, parce que Lina était normalement très fragile et extrêmement réservée. Depuis ce jour, elle ne s'est plus jamais mise dans un état de colère pareil. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle pense que c'est son côté sombre et mauvais qui s'est manifesté. Elle espère vraiment que ça n'arrivera plus jamais. Cette histoire nous vient de Taylor. C'est arrivé quand elle avait 10 ans. Elle se rendait chez sa tante, et sur le chemin, elle est passée devant un parc. Elle a vu une fillette assise sur une balançoire, qui l'a fixée du regard. Elle a ignoré la scène. Une fois arrivée, Taylor et sa tante ont pris l'ascenseur, car sa tante vivait dans un appartement situé au dernier étage. Elles sont montées dans la cabine. Et soudain, les lumières se sont éteintes. Elles sont restées immobiles. Mais au même moment, Taylor a vu la même fillette apparaître par flash et s'approcher d'elle. Elle a eu peur, mais elle s'est juste rapprochée de sa tante, en pensant qu'elle hallucinait. Quelques heures plus tard, il était environ minuit. Tout le monde dormait déjà, et elle était sur son téléphone. Elle a décidé d'aller se coucher. C'est alors qu'elle a entendu une voix. C'était la voix d'une fille qui disait « Suis-moi, Taylor ». Elle avait peur, mais elle a quand même décidé de la suivre. Elle ne voyait rien, elle n'entendait que cette voix. Après un moment, la voix s'est arrêtée et a dit « Encore un pas ». Alors qu'elle s'apprêtait à avancer d'un pas, quelqu'un l'a tirée brusquement. Quand Taylor a repris connaissance, elle était allongée par terre, tout près de la rambarde du balcon. Sa tête saignait parce qu'elle était tombée directement dessus. Elle s'est précipitée vers sa tante, l'a réveillée et lui a tout raconté. Sa tante n'a rien cru de ce qu'elle disait et l'a renvoyée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a commencé à lire l'actualité. Et elle a vu quelque chose de terrifiant. Une fillette qui ressemblait énormément à celle sur la balançoire. C'est à ce moment-là qu'elle s'est souvenue. Elle était allée jouer dans ce parc avec ses amis quelques jours plus tôt. Il y avait alors des gens rassemblés,
et on leur avait dit de rentrer chez eux parce qu'un accident s'était produit près de la balançoire. En lisant plus en détail, Taylor a découvert que les enfants qui étaient allés au parc avaient eux aussi entendu la même voix et que certains d'entre eux étaient même morts. Depuis ce jour, Taylor n'a jamais cessé de penser à ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas été tirée en arrière. Cette histoire nous vient d'Emily. Ça s'est passé il y a environ 3 ans. Emily et sa famille avaient emménagé dans une nouvelle maison. C'était une maison plus ancienne que les autres de la rue où ils vivaient. Un jour, Emily et sa sœur jouaient dans la chambre de cette dernière, quand elle lui a soudain demandé « Tu as déjà vu la petite fille qui te regarde quand tu dors ?» Emily a senti un frisson la parcourir et lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Sa sœur a répondu « Il y a une fille qui reste sous mon lit. On parle souvent. Et un jour, elle m'a dit que tu l'intéressais et qu'elle te regardait pendant que tu dormais. » Emily lui a dit qu'elle était trop grande pour inventer ce genre d'histoire et qu'elle ne devait pas lui faire peur comme ça. Mais une nuit, Emily s'est réveillée brusquement. Elle ne savait pas ce qui l'avait sortie du sommeil. Elle s'est dit que c'était probablement juste un bruit et a essayé de se rendormir. Quelques minutes plus tard, elle a entendu un murmure à son oreille. Ça ressemblait à la voix d'une petite fille. La voix lui a chuchoté. « Ça m'offense que tu penses que je ne suis pas réelle. En fait, tu m'as mis très en colère. » Emily a failli se faire dessus. Elle était tellement terrorisée qu'elle ne pouvait plus bouger. Soudain, elle a senti des mains se refermer autour de sa gorge. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle a hurlé et ses parents sont arrivés en courant dans sa chambre. Ils lui ont demandé ce qui n'allait pas et elle leur a expliqué qu'une fille avait essayé de l'étrangler. Emily pensait qu'ils ne la croiraient pas, mais à sa grande surprise, cette fille leur rendait aussi visite au milieu de la nuit. Ils ont fini par déménager de cette maison de l'enfer. Même si ça fait longtemps maintenant, sa sœur reparle souvent de cette fillette. Et tous espèrent ne plus jamais la revoir. Cette histoire nous vient de Sarina. Ça s'est passé le 1er décembre 2018. Elle et son père se rendaient au bal père-fille de son école. Mais sur le trajet, ils ont dû faire une pause pour faire le plein d'essence. Ils se sont arrêtés dans une station-service. Et pendant que son père était à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'elle a entendu quelqu'un frapper à la vitre. Elle a aussitôt tourné la tête et a vu une femme terrifiante, couverte de sang, de la tête aux pieds. Elle souriait d'une oreille à l'autre. À cet instant précis, son père est revenu vers la voiture et la femme s'est éloignée. Son père lui a demandé ce qui venait de se passer et Sarina lui a tout raconté. Il a eu l'air paniqué et ils sont aussitôt partis de là. Ils ont passé une très bonne soirée au bal. Mais elle était loin de se douter de ce qui allait arriver ensuite. Le 1er décembre 2019, un an pile après cet incident, son père est mort dans cette même station-service. On l'avait retrouvé dans une poubelle à l'arrière, couvert de sang. Selon les autorités, il serait mort d'une overdose de drogue. Mais si c'était le cas, pourquoi était-il couvert de sang? Sarina ne se remettra jamais de cette perte. Et elle vit dans la peur de revoir cette femme démoniaque. Cette histoire nous vient de Mike. Quand il avait 11 ans, ses parents ont déménagé pour se rapprocher davantage du centre-ville. Mais son école, elle, se trouvait toujours dans son ancien quartier. Mike était un enfant responsable et comme l'école n'était pas très loin, ses parents ont décidé qu'il pouvait prendre le bus seul le matin. Ils lui ont aussi acheté un smartphone qu'il gardait toujours avec lui pour aller à l'école. Un lundi matin, alors qu'il était dans le bus, une femme s'est assise à côté de lui. Elle était jolie, avec des cheveux blonds et des yeux verts. Elle s'est tournée vers lui et lui a demandé « Où sont tes parents, mon chéri ?» Mike lui a répondu et lui a expliqué qu'il allait seul à l'école. Elle a souri, lui a caressé les cheveux et a ajouté « Tu pourrais me montrer où c'est ?»« Oui, bien sûr. » Elle est descendue avec lui, puis elle est repartie quand il y est entré. Le lendemain, Mike l'a revue. Elle s'est de nouveau assise à côté de lui et lui a demandé « Et si on allait au bowling aujourd'hui? Il y a aussi des jeux d'arcade et de la bonne nourriture. » Mike était ravi et a accepté avec plaisir. Elle a ajouté que l'arrêt était 2 arrêts après celui de l'école et qu'un ami à elle les emmènerait au bowling. Quand ils sont descendus du bus, ils ont commencé à marcher vers une voiture
C'est à ce moment-là que sa mère l'a appelé. « Hé Mike, je suis passée à ton école pour t'apporter des affaires de sport. Mais tu n'étais pas là. Tu es où ?» Mike lui a tout expliqué. Pour lui, ça ne semblait pas si grave. Mais sa mère a soudainement changé de ton et a crié. « Cours, ces gens veulent t'enlever !» Mike s'est arrêté net. La femme lui a demandé ce qu'il y avait. Mike lui a répondu qu'il devait retourner à l'école parce que sa mère l'avait grillé. Elle a souri gentiment et lui a dit « Oh mon chéri, montons dans la voiture, ça ira beaucoup plus vite. » Mike a refusé. Le visage de la femme a alors changé. Elle avait l'air en colère. Elle lui a soudain attrapé le bras et a commencé à le tirer vers la voiture. Il n'y avait personne aux alentours à cette heure-là, près du parc, par ce matin froid. Mike criait à l'aide aussi fort qu'il le pouvait. La femme lui a alors mis sa main sur la bouche. L'homme qui se trouvait dans la voiture est sorti et l'a aidé à le faire monter à l'arrière. Puis ils ont démarré. Mike a été emmené dans un manoir près d'une forêt. Il pleurait et appelait à l'aide pendant qu'il le conduisait vers la maison. Soudain, un hélicoptère de police les a repérés. Dès qu'ils ont entendu « Police, arrêtez-vous et ne bougez plus !» ils se sont mis à courir. Mike avait eu beaucoup de chance. Quand il l'avait enlevé, une voiture qui passait à proximité avait tout vu. Sa mère avait aussi appelé la police. Les ravisseurs ont finalement été arrêtés. L'homme était un délinquant sexuel connu de la police. Il avait déjà passé 23 ans en prison pour avoir agressé un mineur de 13 ans. La femme a été condamnée à 11 ans de prison pour l'avoir aidé. Mike conclut avec une chose. Ne jamais laisser des enfants sortir seuls. Cette histoire nous vient de Lily. Ça s'est passé pendant ses années de lycée, alors qu'elle vivait avec sa sœur. À cette époque, Lily adorait un animé appelé Black Butler. Ça parlait d'un démon qui passait un contrat avec un humain. Elle était complètement accro à cet animé, au point d'utiliser le pentagramme qu'on y voyait comme fond d'écran sur son téléphone. Rien de notable ne s'est passé les premiers jours. Puis, quelque chose de vraiment étrange et inexplicable s'est produit. Sa sœur, qui était alors à l'université, et Lily, qui était encore au lycée, partageaient la même chambre. Elles avaient un lit superposé. Sa sœur dormait en haut et Lily en bas. Comme son lycée était loin, elle avait besoin de se lever très tôt et mettait toujours son réveil à 4 heures du matin. Avant de dormir, elle posait son téléphone près d'elle pour pouvoir éteindre l'alarme facilement en se réveillant. Ce soir-là, Lily et sa sœur se sont couchées comme d'habitude. Elles ont éteint la lumière et se sont endormies. Pendant la nuit, l'alarme de Lily s'est mise à sonner. Encore à moitié endormie, elle a essayé d'attraper son téléphone les yeux fermés. Mais en cherchant un tâton, quelque chose l'a troublée. Elle ne trouvait pas son téléphone à côté d'elle. L'alarme continuait de sonner, alors elle a demandé d'une voix ensommeillée. « Il est où mon téléphone ?» Sa sœur lui a répondu d'un ton endormi et agacé qu'elle n'en savait rien. Comme l'alarme sonnait depuis presque 5 minutes, Lily lui a lancé. « Je l'entends là-haut, arrête de faire semblant et passe-le-moi. » Sa sœur a répondu. « Ok, je l'ai trouvé. Tiens. » Lily a entrouvert les yeux, mais sa vision était encore floue à cause de l'obscurité et du sommeil. Elle n'a pas vraiment fait attention à ce qui l'entourait. Le bras de sa sœur s'est tendu depuis le lit du haut pour lui donner son téléphone. Mais ce qu'elle a vu, c'était une main aux doigts longs et fins, avec des ongles pointus. À ce moment-là, Lily était encore trop endormie pour comprendre ce qui venait de se passer. Quand elle a regardé l'écran de son téléphone, il était 3 heures du matin. Pourtant, elle était certaine que son alarme était toujours réglée pour 4 heures. Encore trop fatiguée, elle a mis ça de côté et s'est rendormie. Vers 6 heures du matin, elle papotait avec sa sœur. Elle lui a demandé pourquoi elle n'avait pas arrêté l'alarme, si c'était elle qui avait son téléphone. Et c'est là que ça devient bizarre. Sa sœur lui a répondu d'un ton confus. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne me suis jamais réveillée, et je ne t'ai jamais parlé. » Le cœur de Lily s'est arrêté un instant. Une sueur froide a coulé le long de ses joues. Mais alors, à qui je parlais? Et qui m'a donné mon téléphone? C'est à ce moment-là que tous les souvenirs lui sont revenus. Lily et sa sœur se sont regardées, horrifiées. Depuis ce jour-là, Lily n'a plus jamais utilisé ce fond d'écran. Et la nuit suivante, elle et sa sœur ont toutes les deux dormi dans le lit du bas. Encore aujourd'hui, elles se souviennent parfaitement de cette expérience terrifiante. Parfois, Lily se demande ce qui se serait passé si elle n'avait pas été aussi endormie à ce moment-là, et si elle s'était réellement levée de son lit.
Cette histoire nous vient d'Elena. Ça s'est passé il y a environ 1 an, et ne s'est toujours pas remise de tout ce qui s'était passé ce jour-là. À l'époque, c'était une fille très timide, sans amis. Elle n'utilisait jamais les réseaux sociaux, parce qu'elle pensait que ça la détournerait de ses études. Mais début janvier, elle avait décidé d'essayer Instagram pour la première fois, espérant peut-être réussir à se faire enfin des amis. En faisant défiler les publications, elle est tombée sur un compte qui postait des vidéos drôles. Ça attirait son attention, alors elle a envoyé un message au compte. La personne qui le gérait avait le même âge qu'elle. Pour préserver son anonymat, Elena l'appellera Renata. Au début, elles s'envoyaient juste des vidéos amusantes. Puis elles ont commencé à parler de leur vie personnelle. Elena lui a confié à quel point elle se sentait seule, et que Renata était pratiquement sa seule amie. Renata lui a même envoyé des photos de sa famille et lui a donné son adresse, en lui disant qu'elle pourrait venir un jour lui rendre visite. Mais au bout d'environ 1 mois, sa nouvelle amie a soudainement arrêté de répondre. Elena continuait à lui envoyer des vidéos, à lui demander si tout allait bien, mais rien. Une semaine plus tard, Renata a enfin répondu, mais elle s'est contentée d'écrire « Je vais bien ». Elena lui a dit à quel point elle s'était inquiétée, mais Renata a affirmé que tout allait bien. Avec le recul, Elena sait que c'était le premier signal d'alarme. Après ça, chaque fois qu'Elena lui envoyait quelque chose de drôle, Renata répondait juste avec un emoji. Et dès qu'Elena essayait d'aborder un sujet plus profond, elle recevait simplement des réponses à un seul mot. Puis un jour, Renata lui a envoyé un message qu'Elena n'oubliera jamais. Il décrivait exactement comment kidnapper et tuer quelqu'un. Elena était terrifiée. Elle s'est dit que ça devait être une blague, mais rien dans ce message n'avait l'air amusant. La même fille qui lui envoyait des mèmes écrivait maintenant comme une véritable psychopathe. Puis Renata lui a demandé son adresse. C'est à ce moment-là qu'Elena a compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle lui a envoyé un message vocal pour lui dire que ce qu'elle avait écrit la mettait extrêmement mal à l'aise et qu'elle ne devait plus jamais lui envoyer ce genre de message. Honnêtement, Elena n'a même pas réussi à lire cet essai sur le meurtre jusqu'au bout. La réponse de Renata était encore plus dérangeante. Elle a écrit « Quelle partie de ce message t'a mise mal à l'aise ?» Elena n'a plus répondu. Elle l'a bloqué immédiatement. Environ 1 semaine plus tard, Elena est partie rendre visite à sa tante, hors de la ville. C'est là qu'elle a réalisé quelque chose d'étrange. L'adresse que Renata lui avait donnée se trouvait près de l'endroit où elle séjournait. Même si elle était blessée et effrayée, une partie d'elle se sentait encore attachée. Renata avait été sa seule amie après tout. Alors Elena a décidé d'aller la voir. Ça aurait été leur première rencontre en vrai. Le quartier était difficile à comprendre, mais les voisins l'ont aidé à trouver la maison quand elle leur a montré une photo de Renata. Sur le moment, Elena n'a pas compris pourquoi il l'aidait aussi facilement. Aujourd'hui, tout est clair. La maison était grande, exactement comme sur les photos. Calme, silencieuse. Elle a sonné à la porte. Une femme a ouvert. C'était la mère de son ex-amie. Elena a dit nerveusement « Bonjour, je viens voir Renata ». La mère a eu l'air profondément choquée. Un homme, son grand frère, elle a appris plus tard, est arrivé en courant, avec un mélange de colère et de terreur sur le visage. C'est à ce moment-là qu'Elena a remarqué quelque chose. Une photo encadrée de Renata sur le mur, entourée de guirlandes de fleurs. Son corps s'est glacé. Ils lui ont dit que Renata était morte. Elle avait été tuée par un psychopathe. La police le cherchait toujours. Et le pire, la façon dont elle avait été tuée était exactement la même que celle décrite dans le message envoyé à Elena. Elena a tout raconté à sa famille. Ils étaient dévastés. Son frère a appelé la police pour les informer. Elena ne sait pas ce qui s'est passé après tout ça. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait pas envie. Et n'est jamais retournée près de cette maison. Toute cette histoire l'a traumatisée, et ça n'a fait qu'accentuer sa solitude. Sa famille l'a aidée à surmonter cette épreuve, avec l'aide d'une psy. Aujourd'hui, elle va mieux, mais elle y pense encore. Et si elle avait donné sa vraie adresse à ce compte? Qui se cachait derrière ce profil? Et pourquoi quelqu'un lui a envoyé ces messages depuis le téléphone de son ami, après l'avoir tué? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous auront bien fait frissonner. Et si après tout ça, vous avez besoin de redescendre un peu, Freecash est une option simple à garder sous la main. Le lien en description vous permettra de tester la plateforme et de démarrer avec un bonus de 5 $. De mon côté, ce que j'apprécie surtout, c'est que ça ne me sort pas de mon rythme. Ça reste une pause simple, sans pression et sans engagement.